Je vous propose de commencer donc cette nouvelle session. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas parmi nous hier, présentiel comme en virtuel. Donc la troisième édition du séminaire OSS-NC, organisé par l'ART Géodev Nouvelle-Calédonie, conjointement avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On remercie encore les principaux partenaires, à savoir que cet événement est financé par le Fonds Pacifique, donc l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le CNES, donc le Centre national des études spatiales. Nous sommes donc dans cette dernière phase. Donc, ce séminaire a été organisé en 3 demi-journées, une session avec des plénières régionales, des interventions particulièrement intéressantes et très complètes. Hier, on a eu déjà une première demi-journée d'ateliers thématiques avec les ateliers 1 et 2. Aujourd'hui, donc, on va pouvoir aborder les 2 derniers ateliers, les ateliers 3 et 4, dédiés ce matin donc à la mangrove, puis à l'érosion continentale. Merci de votre présence, merci de l'attention portée aux travaux qu'on essaie de mener. On va vous rappeler simplement les règles un petit peu de ces ateliers thématiques. Désolé pour le léger retard au démarrage. Donc, les ateliers qu'on organise dans nos séminaires servent à partager. Donc, c'est un peu, je vais reprendre l'image du Talanoa de la culture du Pacifique. Donc, le Talanoa, c'est un endroit où on rentre, où on partage, où on laisse en dehors tous les préjugés, tout ce qu'on peut amener de négatif, et on rentre avec un unique objectif de partager, de donner de l'information et d'en recevoir, la capacité aussi d'en recevoir pour enrichir son propre savoir. Donc, on a un objectif commun qui est une thématique. L'objectif, la notion de ces ateliers est de dire qu'on a tous attrait de près ou de loin à des thématiques communes, et que ce soit en termes d'utilisateurs, de producteurs, etc., plus on va tous se retrouver, partager, échanger, plus on va réussir à co-construire des outils pérennes pour répondre à un maximum de besoins à l'échelle de différents utilisateurs, que ce soit de la région, du territoire, de la commune ou d'un service. Donc, identification et compréhension des besoins prioritaires de chacun, quel qu'il soit, à tout niveau, et donc des actions possibles associées pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, on entend ici par tous les acteurs ici présents, représentés, qui font partie de cette communauté géomatique. Partager de la connaissance, donc on l'a dit, il n'y a pas de mauvaise prise de parole. On est là avec humilité et bienveillance, donc n'hésitez pas, prenez la parole, partagez, posez des questions, c'est comme ça qu'on avance. Et des discussions donc motivées par des exemples d'utilisation de la télédétection. Donc, on a le plaisir dans chacun de nos ateliers d'avoir des intervenants extérieurs. Le réseau ART est quand même lié à un réseau bien plus important au niveau de la recherche en métropole, le réseau TEIA, avec l'infrastructure de recherche DataTerra, je l'ai expliqué un petit peu hier. L'idée est telle qu'on acte comme on peut, on appuie comme on peut sur ce transfert de savoir-faire. Énormément de choses sont faites et l'idée, c'est de continuer à partager avec potentiellement des savoir-faire, des connaissances qui ne sont pas sur le territoire et qu'on amène grâce à ce réseau TEIA. Donc, on a la chance d'avoir un intervenant de l'IRD à la distance ce matin. Pour tout de suite, donc pour une mise en contexte, alors je vais peut-être arriver sur l'atelier du jour. Donc, on est sur l'atelier 3, les mangroves. Donc, l'animation est faite par l'ART, donc l'animation TEIA, en soutien. Mais on a la chance d'avoir parmi nous Cyril Marchand, donc, qui est un thématicien et qui va nous permettre du coup d'avoir une garantie de continuité, de cohérence un petit peu dans les propos. Je rappelle quand même une finalité nécessaire à tous nos ateliers, c'est qu'on sorte avec des actions court, moyen, long terme, peu importe. Mais on ne fait pas de réunionnite. Donc, l'idée, c'est de sortir de là avec un plan d'action ou au moins des actions identifiées, que ce soit des partages, des projets, etc. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Cyril pour une mise en contexte. Je te lance ta présentation. Je m'excuse, ça devrait être bon. Vérifie si c'est bien connecté à une DSS. Non. Je ne suis pas assis. Si. Il est où la présentation de Cyril? C'est bon, là, tu es en haut. Ok, merci. J'arrive, Cyril, je cherche la presse, elle est là. Hop. Check. Check. Voilà.
bonjour à tous. Je suis d'abord ravi d'être présent avec vous ce jour et puis je remercie Marc et Jean de m'avoir invité pour animer cet atelier autour de la mangrove. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Marchand, je suis professeur de sciences de la Terre et de l'environnement. Je suis spécialiste des mangroves, géochimiste. J'ai étudié les mangroves depuis maintenant plus de 20 ans en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, au Vietnam. J'ai encadré 14 thèses sur les mangroves et 80 publications. Bon, un index de 30, mais scientifique, ça parlera. Et j'ai étudié les mangroves, les impacts sur les mangroves, l'évolution des mangroves avec les changements climatiques. Et donc aujourd'hui, avant d'avoir la présentation de notre collègue qui se trouve à Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, je vais vous dresser un rapide contexte de la situation des mangroves sur le territoire. On va aller vite. On va commencer par cette carte-ci. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une carte de distribution et de répartition des mangroves au niveau mondial. Les mangroves, c'est un écosystème de la zone tropicale et intertropicale. On a des mangroves qui se développent en climat aride, autour de la mer Rouge, en climat semi-aride, c'est le cas de la côte ouest ici en Nouvelle-Calédonie, en climat tempéré, le nord de la Nouvelle-Zélande, un climat qu'on qualifie de tempéré, et la mangrove se développe. Et puis on a bien sûr des mangroves tropicales. Donc le centre des mangroves, la zone Indo-Pacifique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, c'est là où nos collègues généticiens indiquent que les premiers palétuviers sont apparus sous leurs formes actuelles il y a quelques dizaines de millions d'années. Et puis les mangroves ont colonisé de proche en proche les littoraux depuis cette zone-ci. Et on observe un gradient latitudinal de biodiversité. C'est-à-dire que là où on a le plus d'espèces, c'est dans cette zone centrale, et plus on va vers les pôles, moins il y a d'espèces de mangroves. Donc, si je prends l'exemple ici, on va avoir une cinquantaine d'espèces en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une trentaine au niveau du nord de l'Australie, une vingtaine ici en Nouvelle-Calédonie, et puis une seule espèce en Nouvelle-Zélande. Donc on a la même chose du côté de l'hémisphère nord, avec une limite au niveau de l'île d'Occident. C'est donc des palétuviers, des propagules, ont colonisé de proche en proche les littoraux. Tous n'ont pas réussi à faire ce parcours, qui explique que l'air Atlantique est beaucoup moins riche en nombre d'espèces que la zone Indo-Pacifique. Oui, actuellement, alors les chiffres varient, hein, il y a des estimations qui sont de plus en plus précises, mais au niveau mondial, c'est de l'ordre de 15 millions d'hectares, pour faire plus simple, 15 millions d'hectares qui sont couverts par des palétuviers, c'est 75% des littoraux tropicaux. Avec, malheureusement, entre les années 80 et les années 2000, il y a eu une très forte disparition des mangroves au niveau mondial, principalement du fait de l'aquaculture. On rasait des mangroves pour faire des bassins aquacoles en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud notamment. Au niveau des littoraux des Outre-mer français, donc les plus grandes superficies de mangroves, on les retrouve en Guyane. Tout le littoral de la Guyane est colonisé par des palétuviers, mais au niveau de la biodiversité, c'est relativement faible. C'est une espèce Abyssinia germinans qui domine à près de 95%. Et cette dominance est liée à une dynamique sédimentaire spécifique. Le littoral de la Guyane se trouve sous l'influence de l'Amazone et on a une dynamique sédimentaire qui fait que seuls ces palétuviers se développent, excepté dans les estuaires, on peut avoir des rhizophora. La Nouvelle-Calédonie représente 25% des mangroves des littoraux de l'outre-mer français. Et malgré cela, malgré le fait que la France ait de très nombreuses superficies de mangroves dans les différents océans, il n'existe pas d'équipe de recherche spécifique dédiée à la mangrove actuellement en France, alors qu'il y en a aux États-Unis, il y en a en Australie, il y en a même en Asie et en Amérique. Pour la Nouvelle-Calédonie spécifiquement, donc ça, ce sont des résultats qui ont été acquis lors d'une opération d'ONECO menée en 2007, que je co-dirigeais en partenariat avec Sabrina Viali, le botaniste Norm Duke, australien, et puis Pascal Dumas, qui est ici dans la salle. Donc 24 espèces de palétuviers ont été identifiées en Nouvelle-Calédonie, se répartissant en 13 familles. Le genre Rhizophora représente 55% des superficies des mangroves du territoire. Il y a 6 espèces de Rhizophora sur le territoire, 3 espèces mères et puis 3 espèces hybrides. C'est la zone où il y a la plus grande diversité de Rhizophora et on a notamment un hybride qui est endémique. 14% sont des Avicennia et puis donc les autres espèces représentent moins de 30%. 35 000 hectares sur le territoire, près de 26 000 hectares qui sont des forêts arbustives et puis à peu près 10 000 hectares qui sont les tannes. Les tannes, ce sont les zones nues d'arrière mangrove et on peut les inclure dans les mangroves parce qu'en fonction des petites variations, on reverra par la suite, du niveau des océans,
les tannes peuvent être colonisées par de la mangrove. La côte ouest est colonisée à 88% par de la mangrove, et on a 59% des mangroves territoires en province nord, 40% en province sud, et 1% en province des îles, uniquement sur l'île d'Ouvéa, qui est une île basse. Carte qui a été réalisée, pareil, lors de cette opération en 2007. Les informations acquises durant cette opération sont très précieuses, on y reviendra par la suite, mais elles sont insuffisantes. Donc ça, c'est une carte de répartition des pailles sur les plus grands estuaires du territoire. Plus le cercle a un diamètre important, plus le nombre d'espèces est important. Donc on constate que même si 88%, 89% du littoral de la côte ouest est colonisé par de la mangrove, la biodiversité est plus importante au niveau de la côte est. Ceci est dû à la différence climatique entre la côte est et la côte ouest. Nous sommes sous un régime d'alizé. La côte est, comme vous le savez, est beaucoup plus pluvieuse. Donc on va avoir un climat et conditions plus favorables. Plus il pleut, plus il fait chaud et plus c'est favorable au développement de la mangrove. Sur la côte ouest, les palétuviers vont souffrir de l'aridité, de la sécheresse. Alors pas cette année parce que nous sommes dans une saison sèche La Niña, mais ce qui explique le plus faible nombre d'espèces. Les superficies plus faibles sur la côte est sont liées aussi au relief. Pour que la mangrove puisse se développer, il faut qu'on ait des plaines littorales qui soient relativement planes, avec une faible pente, pardon, ce qui n'est pas le cas de la côte est, sauf dans les grands estuaires. Donc voici pour la répartition des mangroves sur le territoire. Ensuite, il faut savoir que la mangrove, c'est un écosystème zoné. C'est-à-dire que chaque espèce a une zone préférentielle de développement. Zone qui est liée à ses capacités d'adaptation à lutter contre le stress. Et le paramètre principal qui contrôle la distribution des espèces, ça va être la salinité du sol. Donc je vous ai dit, les rhizophora, 55%. Les rhizophora, ils sont ici sur cette carte, dans la partie basse de la zone intertidale. Ensuite, on va avoir les Avicennia ici. Et puis, lorsqu'on est au plus haut de la zone intertidale, on va avoir la zone de taille. Donc ça, c'est une répartition qu'on trouve sur tout le territoire. Pour ceux qui ne sont pas habitués, les rhizophora sont les arbres avec les racines des chasses, les Avicennia, petits palétuviers gris avec les pneumatophores. Sur le territoire, les Avicennia sont relativement petits, ça forme des petits buissons, 1 mètre, 2 mètres, alors que dans d'autres pays, ils peuvent faire 10 ou 15 mètres. Cette petite taille est liée au stress, c'est lié à l'aridité de la côte ouest, et au fait que le sol contient relativement beaucoup de sel. Cet arbre est capable de lutter contre la salinité, mais il le fait au dépens de sa croissance. Il dépense beaucoup d'énergie pour lutter contre la salinité. Donc voilà la zonation que l'on a. La mangrove, c'est comme une plage, avec des espèces qui se développent en bas de la plage et d'autres qui se développent en haut de la plage. Alors, bien souvent, on me dit, mais les Avicennia ont une capacité à lutter contre la salinité, et pourtant, ils se développent plus loin de la mer. Oui, sauf qu'en fait, la salinité, elle est la plus élevée ici. Ici, la zone rhizophora va être balayée par les marées 2 fois par jour. Sur le territoire, on est en cycle semi-diurne, et ça va limiter la durée d'évaporation. Donc on peut avoir une salinité de l'ordre de celle du lagon, 35 ou un peu plus faible, parce qu'on peut avoir des apports d'eau par les rivières. Donc on a une salinité entre 2 et 45, on peut avoir des rhizophora. Ici, l'eau de mer vient moins souvent, et du coup, on a un temps d'évaporation qui est important. Donc lorsqu'on a une évaporation, le sel se concentre. Ici, dans la zone la plus haute de la zone intertidale, on a une inondation uniquement durant les marées de Vivo, et puis on va avoir 10 jours, 12 jours, 13 jours d'évaporation, ce qui fait que les teneurs en sel peuvent être supérieures à 70, 2 fois la salinité de l'eau du lagon, et donc du coup, quand on a des valeurs supérieures à 70, on n'a plus de végétation qui se développe. Donc c'est contre-intuitif, mais plus on est haut dans la zone de balancement des marées, et plus la salinité est élevée. Voici une des cartes qui a été produite par cette opération Zone Éco. Ça, c'est l'estuaire de la Poire, une des plus grandes mangroves de la côte ouest, avec en vert les rhizophora, en orange les Avicennia et en jaune, les zones de taille. Alors, information très précieuse parce qu'on a ce type de carte pour tout le territoire. Cependant, ces cartes ont été réalisées avec des images acquises entre la fin des années 70 et puis le début des années 2000. Ce n'est pas une image à un instant T. Ce n'est pas une cartographie qui nous permet d'avoir un repère et qui nous permet de faire un suivi dans le temps, malheureusement. Actuellement, nous avons réellement besoin d'une cartographie de toutes les mangroves du territoire à un instant T pour pouvoir le refaire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et voir les solutions des mangroves. Ça, c'est indicatif, mais ça ne nous permet pas de faire de suivi, encore une fois. C'est une très bonne indication, mais ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est pour le contexte général. Pour lancer la discussion avant de passer la parole à mon collègue, je vais faire un zoom sur les quelques menaces qui pèsent sur les mangroves sur le territoire. La menace principale, bien entendu, c'est l'urbanisation sur Nouméa et Grand Nouméa.
d'une manière générale, les mangroves sur le territoire sont très préservées. Alors, quand je dis ça, les gens disent réellement, oui, parce que les mangroves, ce sont les pays émergents, les pays tropicaux, et dans ces pays-là, l'environnement n'est pas prioritaire. Donc l'environnement est vraiment très dégradé. Moi, j'ai vécu 4 ans au Vietnam, l'état des mangroves n'est pas du tout le même qu'ici sur le territoire. On a, entre guillemets, la chance d'avoir une très faible densité de population, ce qui permet de préserver l'environnement, excepté sur la zone de Nouméa et Grande Nouméa. Tout le pourtour de Nouméa a été colonisé par de la mangrove, et il en reste maintenant réellement très peu. Voici les images, tout le monde connaît les images prises par les Américains. Rivière Salée, 1945, 95 hectares, la mangrove. 1976, elle fait plus que 50 hectares. 2018, elle fait plus que 30 hectares. Et puis, elle est sous des pressions importantes. L'urbanisation, ici le cimetière. Avec mes amis de l'association SOS Mangrove, on a trouvé des pierres tombales dans la mangrove. Il y a tout un tas de choses qui est jetées dans la mangrove. Vous voyez, quand la concession est terminée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on balance dans la mangrove. Il y a tout plein de buses qui arrivent aussi dans la mangrove. On ne connaît pas l'origine des buses, mais il y a des produits un peu suspects qui arrivent parfois. Le plus important pour qu'une mangrove subsiste, c'est qu'elle puisse avoir accès à l'eau de mer. Il faut que l'eau de mer puisse rentrer et sortir. Si l'eau de mer rentre et qu'elle ne ressort plus, la mangrove va pourrir. Si l'eau de mer ne rentre plus, la mangrove se dessèche. Et malheureusement, pour cette mangrove de rivière salée, tout est fonction de ce petit canal que vous connaissez peut-être et ensuite qui mène à la SLM. Si ce canal n'est pas entretenu, s'il se bouge, si la zone ici est comblée, toute la mangrove va perdre. Donc l'urbanisation, c'est vraiment c'est l'enjeu actuellement pour les mangroves de Nouvelle-Calédonie. Et puis bien entendu, la mangrove, c'est une zone de sédimentation. Alors lorsque, moi je le vois souvent, mes jeunes comme ça, ils vont au McDo et puis ensuite, pam, ils balancent le sac de McDo par la fenêtre, ça se retrouve à la rivière, tout se retrouve à la mangrove. Forcément, toutes les bouteilles, les canettes, etc. Donc il y a des associations, SOS Mangrove, et puis Calédonie, bien entendu, qui organisent des opérations. Quand je suis arrivé sur le territoire, fin 2004, début 2005, j'étais très surpris parce qu'on prenait très peu de cas. On ne faisait pas réellement attention à la mangrove à cette époque-ci. Il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de remblais de mangrove, et puis les mentalités ont évolué pendant 15 ans. Là, la Save qui mène au Mont d'Or. Donc là, on est côté interne de la route. Et bien, pour que la mangrove puisse avoir accès à la mer, il y a uniquement ces petites buses-ci à la base qui avaient été installées. Donc le dimensionnement est insuffisant. Et puis d'autre part, il faut un budget de fonctionnement pour entretenir les bus, pour entretenir les passages. Parce que là, la route a été construite sur des scories, plus les débris de végétaux, etc. Ce type de bus va être rapidement bouché. Donc ça, c'est un point d'attention, un point de vigilance. Depuis, il y a eu une évolution, il y a eu une prise de conscience. Il y a des échanges souterrains. Pour ceux qui connaissent Sunjo, la route qui traverse la mangrove, elle a été modifiée de façon à ce que les échanges puissent se faire. Mais c'est réellement le point d'attention. J'ai souvent des discussions avec la mairie de Nouméa du Mont d'Or, les mairies de Nouméa du Mont d'Or et de Dimbert, mais également la province sud, pour ce type de problématique. Et on a actuellement le cas à Ouémo, où la mairie a vu peut-être construire une piste cyclable au travers de la mangrove. Mais les contreparties, c'est d'aménager la mangrove pour que ces échanges puissent se faire au mieux. Parce que si on entre dans la mangrove et qu'elle ne ressort plus, on a ce type de dégâts qui arrivent. Une mangrove qui pourrit, typiquement avec des troncs morts sur pied. J'ai pris cette photo-là quand je suis arrivé en 2005. Mais on a toujours le cas à la Conception, à Robinson, par là, je vois des gens qui continuent à emblayer la mangrove. Et puis malheureusement, ils n'ont rien fait sur ces terrains. Des scories qui ont été déversées aussi dans la mangrove. Un rouleur qui a trouvé le scorie, bon, qu'est-ce qu'il en fait? Il le déverse de l'eau. Ça, c'est rivière salée. On ne connaît pas trop l'origine de cet effluent et c'est déversé dans la mangrove. Donc encore une fois, les mangroves urbaines, ce n'est pas un exemple ici, mais les mangroves urbaines, c'est vraiment un point d'attention ici sur le territoire. Parce qu'ailleurs, encore une fois, les mangroves sont relativement préservées. Deux types de pression en dehors des zones urbaines. L'aquaculture, qui a été bien étudiée. Ici, on a une mangrove, ici, on a une zone de thym. Photo prise en 1976. L'activité aquacole, c'est la deuxième activité économique exportatrice du pays, avec des crevettes de qualité. 2011, ici, les bassins sont construits derrière la mangrove. Il a été fait le choix sur le territoire de faire de l'aquaculture en développant des bassins à l'arrière de la mangrove. Donc c'est très bien parce qu'ailleurs, en Asie, en Afrique, aux Amériques, on a fait le choix de raser la mangrove pour faire un bassin. Et vu que les pratiques aquacoles n'étaient pas optimales, au bout de 2-3 ans, le fond de bassin était mort. Qu'est-ce que les collègues asiatiques faisaient? Les collègues, parce que j'ai vécu au Vietnam, le fond de bassin est mort, on rase la mangrove à côté, et puis ainsi de suite.
jusqu'à complètement raser des superficies de dizaines de milliers d'hectares. Donc, on construit des bassins aquacoles en arrière de la mangrove, c'est parfait, on ne détruit pas la mangrove, mais l'impact, c'est que pour qu'un bassin fonctionne bien, il faut qu'il soit bien oxygéné, c'est comme un aquarium, il faut que l'eau soit renouvelée. Donc l'eau est prélevée dans le lagon, elle est enrichie en matière organique ici, dans le bassin, et puis elle est rejetée dans la mangrove. Donc ça peut engendrer une eutrophisation du système. Ça modifie également la salinité du substrat, puisqu'on rejette de l'eau en continu, on a plus de temps d'évaporation, et on a observé que les espèces qui étaient ici, en fait, se sont rapprochées des bassins, et les espèces qui étaient ici, elles disparaissent. Voilà. Donc c'est un autre impact qui est bien connu sur le territoire. C'est un petit impact, mais tout de même, c'est à prendre en compte. Donc voilà, entre 2000 et 2009, c'est le même site. Vous voyez, ici, on a des petits palétuviers. 10 ans après, on a des très grands palétuviers. Et la mangrove qui était ici, c'est vraiment densifié et rapproché du bassin. Donc ça, c'est l'apport en sel nutritif, en matière organique, en nitrate, en phosphate. C'est positif pour la mangrove jusqu'à un certain seuil. Si on rejette trop de matière organique, trop de sel nutritif dans la mangrove, on a cette eutrophisation, un développement d'algues. Les algues vont recouvrir les organes de respiration des palétuviers et ça va les asphyxier. C'est des photos prises sur le territoire. Ça, c'est un cas ultime. C'est une photo que j'ai prise à Colombo, au Sri Lanka. Les capacités de traitement en eau usée sont très limitées dans les pays émergents. Donc, les eaux usées sont rejetées sur le littoral. Le littoral, il y a de la mangrove, développement d'algues. Ensuite, il n'y a plus d'oxygène dans la colonne d'eau, il n'y a plus de poissons. Malheureusement, les gens vivent de la ressource. Autre pression sur le territoire, donc urbanisation, aquaculture, autre pression, les activités minières. Forcément, les mangroves vont être à l'interface entre les massifs à ciel ouvert et puis le plus grand lagon du monde. Les impacts que l'on peut avoir, ça j'ai triché, ce n'est pas une photo en aval d'un site minier, mais je l'ai observé en aval d'un site minier, c'est une sursédimentation. Alors maintenant, il y a une réglementation, mais pour les mines orphelines, à l'époque, les moyens de sédimentation, de décantation sur les massifs étaient limités. Donc lorsqu'il y a des fortes pluies, les cyclones, une érosion importante, ça génère un transfert des sédiments depuis le haut du massif vers le littoral. La mangrove étant une zone de sédimentation, on va avoir une sursédimentation et s'il y a trop de sédimentation d'un coup, ça pareil, ça asphyxie les organes de respiration des palétuviers et donc ça les tue. Un petit mot sur les métaux, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les métaux, nickel, chrome, fer. Les palétuviers ont des capacités d'adaptation à lutter contre ce type de stress. Par contre, ce n'est pas forcément le cas des crabes et des poissons. Et là, il y a très peu d'études qui ont été réalisées dans le mangrove sur l'impact des métaux sur le réseau trophique dans les mangroves calédoniennes. Dernière diapo, les changements climatiques. On vient d'en parler. Donc, je vous ai présenté 3 pressions anthropiques directes, urbanisation, aquaculture, mine. Mais les changements climatiques, tout le monde est touché. Augmentation des températures, augmentation des concentrations en CO2, augmentation du niveau des océans. Les concentrations en CO2, plutôt bénéfiques pour les palétuviers, ils l'utilisent pour la photosynthèse. Nous, on a fait des expérimentations sous serre où on a doublé les concentrations en CO2, on travaille à 800 ppm et ça a multiplié par 50% la croissance des palétuviers. Température, les palétuviers n'aiment pas le froid, c'est pour ça que la limite, c'est juste au-dessus d'Auckland. Si les températures augmentent, on va avoir une augmentation de la distribution des superficies de mangroves dans le monde. On l'a déjà observé, ça s'appelle le Poleward Migration, donc migration des mangroves vers les pôles. On l'observe au nord de la Floride et on l'observe aussi à Auckland. Chaque année, les mangroves migrent vers les pôles. Niveau des océans, la mangrove, zone intertidale, le niveau des océans a toujours varié et la mangrove a toujours suivi le niveau de variation des océans. Cependant, donc ça c'est la preuve qu'un petit diapo, le cœur de veau en 1992, photo Yann Arthus-Bertrand, zone nue au milieu de la mangrove, zone de Tannes. Si vous allez dans le cœur de veau maintenu, il ressemble à ça. À quoi c'est lié? C'est lié à la hausse du niveau des océans. L'eau de mer vient plus souvent ici. J'en ai terminé. L'eau de mer vient plus souvent ici. Du coup, la durée d'évaporation est plus faible, il y a moins de sel. Et s'il y a moins de sel, les palétuviers peuvent coloniser. Et on observe ça sur tous les littoraux, sur tout le littoral de la Nouvelle-Calédonie. Donc la hausse du niveau des océans se traduit réellement et directement sur le territoire par une migration des mangroves. Donc ça ne devrait pas être un problème, sauf que pour nos mangroves urbaines, ça c'est la principale menace au niveau mondial. On construit sur le littoral, on ne laisse pas d'espace pour que la mangrove puisse reculer, et c'est également ce qu'on a fait actuellement en Nouvelle-Calédonie. Les mangroves sont sous pression, le niveau des océans monte, les mangroves devraient pouvoir reculer. Malheureusement, on ne lui laisse pas d'espace. Alors c'est le cas pour nous sur Nouméa-Grand Nouméa, ce n'est pas le cas ailleurs sur la Grande Terre, mais c'est la menace principale actuellement des mangroves au niveau mondial.
80 et 2000, c'était l'aquaculture. Maintenant, c'est cette combinaison d'urbanisation et de changement de monde. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite introduction. Donc, l'idée, c'était de rester un panorama des mangroves sur le territoire, par l'état des connaissances, et puis lister quelques pressions que l'on a identifiées. Donc maintenant, si je ne dis pas de bêtises, je vais céder la parole à notre collègue qui est à Montpellier. Ça s'appelle M. Catry. Déjà, on va te remercier pour cette présentation. On peut peut-être ouvrir un panel de une ou deux questions. Moi, j'en aurais une directement. Marco aussi, peut-être. Donc, juste avant, alors, je précise, je voulais prendre la parole avec plaisir. Il faut juste bien parler fort, que les gens nous entendent. Le micro est au niveau de la caméra. Du coup, tu as finalement fait un état qui était assez intéressant. Tu as aussi dit une chose qui était très intéressante, qui est que aujourd'hui, on n'a pas d'état homogène à l'échelle du territoire à date. Donc là, on est dans le séminaire de l'observation spatiale au service de la Nouvelle-Calédonie. Vous m'entendez à distance? Oui, c'est bon. Donc, pour l'observation spatiale, on sait que la détection et la classification des mangroves par imagerie spatiale, qui est une des solutions d'observation de la Terre, fonctionne. Je suppose, avec du coup toutes les missions que tu peux faire et que des bureaux d'études et que des différentes entités et personnes font sur le territoire, que des données in situ, on en dispose aussi. Du coup, ma question est, pourquoi, selon toi, on n'a pas ce type de cartographie? Est-ce que c'est une initiative qui aurait dû partir de certaines entités et que ça n'a pas été le cas? Et quelles actions on pourrait mener pour que, du coup, on pallie à ce manque? Oui, alors clairement, ce n'est pas un manque de volonté de la part des scientifiques ou des bureaux d'études, c'est malheureusement une question budgétaire. Alors, il a sollicité à plusieurs reprises les collectivités, donc il y a eu des actions ponctuelles, il me semble, sur certaines communes, mais ça n'a pas été le cas à l'échelle du pays. Ça pourrait l'être à l'échelle des provinces, mais il n'y a pas eu les financements nécessaires pour réaliser cette opération. Ok, merci. Au jour d'aujourd'hui, par la répartition d'un mangrove que nous a présenté, le travail qu'a fait été fait en 2005, on n'a aucune nouvelle donnée à l'échelle du territoire plus récente que celle-ci. Non, malheureusement, c'est vraiment la seule. Ça n'existe pas. Alors, il y a des cartographies au niveau mondial. Les Américains le font, ils ont dû inclure la Nouvelle-Calédonie, mais uniquement pour identifier la totalité de la superficie. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir, pour la Nouvelle-Calédonie, les différentes zones de mangrove, la zonation. Ça, on n'en dispose pas à l'heure actuelle. Juste sur le recul des mangroves, est-ce qu'il y a eu des prévisions qui ont été faites selon les montées de niveau, etc., pour connaître, prédire le temps que les mangroves va reculer? Non, malheureusement, c'est pareil, on n'a pas obtenu de financement pour le faire. On a une idée, on sait comment faire, mais pas. Ok. Hier, on a eu un débat sur le BOS, sur le code d'occupation du sol. Et il y avait un problème sur l'aspect écosystème de la mangrove. Et à savoir où est-ce qu'on allait classer cette classe qui s'appelle l'éthane. Et il y a eu un petit débat parce que l'éthane était dans la classe mer mangrove, qui est elle-même dans la classe mer végétation. Et quand on voit la classe TAN, il y a très peu de végétation finalement, voire pas du tout, puisque c'est un sol sur sable. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que TAN devrait être dans une classe végétation ou sol nu? J'étais un peu rapide. Il existe en fait les deux types de TAN sur le territoire. Il y a des TAN qui sont effectivement des sols nus, qui sont dans la partie la plus haute, et des TAN d'IRE avec des salicornes, des sarcocornia, qui sont exploités sur le territoire. On peut en faire des achats, il y a eu des études sur leur valeur nutritionnelle. Donc il y a les deux. Il y a les TAN vifs et puis les TAN nus. On peut faire une classification spécifique pour ces deux types de TAN. Moi, j'aime bien les garder dans zone intertidale. Alors, en complément, donc, a priori, l'orientation prise hier, et du coup, on challenge, n'hésite pas à, pareil, participer, faire des commentaires sur le sujet, c'était d'éviter de cartographier cette notion d'écosystème mangrove qu'il fallait absolument classer quelque part, mais qui peut comporter des zones végétalisées et non végétalisées. Donc, on a enlevé cette notion de mangrove. Par contre, on a les notions de sol nu qui sont là, on a les notions de palétuvier, et on est parti du principe que quelqu'un qui voulait avoir une cartographie de la mangrove pouvait utiliser les données générées dans l'occupation des sols, mais du coup, devait
de mixer des classes et devait considérer par exemple les palétuviers plus les sols nus mixés, enfin croisés avec la courbe à 1 mètre ou avec des éléments complémentaires qui venaient du coup constituer cet écosystème. Ça te semble cohérent dans l'utilisation? Oui, oui. Pour qu'il y ait un développement de mangrove, on doit être dans la zone interstitiale. Il faut que la pente, l'élévation, c'est le facteur premier, soit adapté. Et il faut également que, dans notre jargon, on dit un milieu d'énergie calme. Le milieu d'énergie calme, ça va être un fond de baie, un essai. Parce que si l'énergie du milieu, l'énergie, ça va être la houle, le courant, etc. Si la houle, le courant sont trop importants, dans ce cas, les jeunes pieds de palétuvier ne vont pas pouvoir prendre. Ils vont être déracinés. Les pieds de palétuvier, en fait, ils vont s'enraciner en quelques heures. Vous voyez tous le cigare tombe, il est transporté par les courants, il se dépose à un endroit. Si l'endroit est favorable, il le sent, et en quelques heures, il va sortir des radicelles, et lorsque la marée va revenir, ça va le redresser. Mais ces radicelles sont très fines, et donc si le courant est trop important, ça le déracine. Voilà, c'est le facteur élévation et le facteur énergie du milieu qui sont primordiaux pour le développement des palétuviers. On va prendre peut-être une question ici et peut-être en ligne s'il y en a une ensuite, et puis on va passer à l'autre présentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole en ligne sur le sujet? Le floor is yours, Pascal. Tu peux prendre la parole. C'est encore une fois à propos des palétuviers et de la classification dont on a parlé hier. On peut considérer que la mangrove, c'est une forêt. Oui. Nous, dans notre classification, on a donné au niveau 3, c'est ça, comme classification palétuvier. Général. On aurait pu mettre forêt de mangrove. Pour moins spécifier l'arbre. On ne le fait pas pour les autres végétations. C'est éviter d'utiliser palétuvier et appeler ça forêt de mangrove. Alors, encore une fois, je répète que la classification décidée collégialement a trait à des besoins spécifiques. Et le besoin spécifique était la détection du coup des zones, des écosystèmes de mangroves, et que du coup il y avait une volonté de détecter l'espèce palétuvier. Et en termes techniques donc de télédétection, il n'y a pas de souci particulier à détecter ces espèces-là, ces milieux. Et donc on est parti du principe qu'on pouvait les détecter. Mais effectivement, donc il y a des aberrations auxquelles il faut faire attention. On est toujours dans l'utilisation de cette couche. On ne peut pas considérer que effectivement pour dimensionner l'état de forêt en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas prendre juste la couche forêt. Donc, il faut mettre une annotation dans forêt qui dit attention, il y a aussi des espèces dans le reste de la végétation qui devraient être incluses, qui sont à considérer comme forêt, mais du coup qui sont déjà considérées comme dans d'autres classes. Mais enfin, oui. Ça me gêne quand même un peu. Et effectivement, c'est le fait de donner déjà une signification à l'arbre, on pourrait très bien dire gymnostoma. C'était uniquement une question d'utilisation, pour le coup. On pourrait effectivement se contenter simplement de zones herbacées, arbustives, arborées, mais dans toutes les discussions, c'est pas du tout ce qui est ressorti des besoins en utilisation. Donc, on privilégie effectivement l'utilisateur, au dépend parfois de certaines logiques, mais enfin, on peut tourner le truc dans tous les sens. Marchand a dit, je préfère dire zone intertidale que TAN. Oui. Ouais, très bien. Et tout à fait. Et de la même façon, je suis persuadé qu'entre Cyril et peut-être un autre expert breton, ils n'auront pas la même définition de la limite de l'écosystème mangrove et du coup, ils n'auront pas forcément la même cartographie, etc. Enfin, j'imagine que ce sont des débats quasi sans fin sur la végétation en tout cas. Et, donc l'idée étant d'arrêter non pas une définition de quelque chose, simplement une définition claire de ce qu'on a cartographié et comment on l'a fait, sans définir ce que c'est que la mangrove, mais en disant, ben voilà, ça par exemple, on peut vous dire que ce sont des palétuviers. Et derrière, libre à chaque utilisateur d'utiliser cette zone dans la classe forêt ou d'utiliser cette zone pour créer une cartographie des mangroves en termes d'écosystème. Un léger complément, ce que j'appelle la zone intertidale, c'est entre la limite des marées hautes et des marées basses. Et dans cette zone intertidale, il y a à la fois les mangroves et les zones de tanne. Donc, ce sont deux écosystèmes différents. La mangrove va être végétalisée avec des arbres ou des arbustes. On peut avoir des fougères, on peut avoir des lianes, etc. Le tanne, il est soit nu, soit recouvert par des salicornes. Le facteur qui est distinct, c'est bien la salinité du sol. Moi, je travaille sur les deux ensemble parce que les tannes sont d'anciennes et de futures mangroves. Quand je prélève des carottes dans les zones de tannes, je retrouve d'anciennes forêts de mangroves qui datent d'il y a quelques centaines ou quelques milliers d'années.
Et là, avec la hausse du niveau des océans, les tannes sont colonisées par la mangrove. Donc moi, vu que je suis dans une thématique de dynamique, je prends l'ensemble. Mais les deux, pour certaines thématiques, peuvent être effectivement distingués. Et ce sont deux écosystèmes distincts, mais tous deux de la zone intertidale. Et moi, je considère la zone intertidale dans sa dynamique. Merci. Anne, tu voulais peut-être un complément, ouais. David, tu évoques les besoins d'acquisition de données voilà, pour approfondir l'analyse et permettre de suivre le futur. Tu évoques aussi les problèmes de disponibilité budgétaire des collectivités. La question que je me pose, c'est quelle est ta vision, enfin, je veux dire, des guichets alternatifs potentiels pour conduire des travaux à grande échelle et permettre ces développements d'acquisition de données. Évidemment, enfin, au niveau régional, par exemple, travaille-t-il avec, j'imagine que oui, avec Fidji, avec la Papouasie, etc. Y a-t-il, par exemple, je pense qu'il y a Kiwa comme guichet, il y a du micro au projet plus important. Est-ce que c'est une réflexion qui paraît pertinente au niveau régional pour permettre de conduire des travaux d'acquisition de données qui soient un peu substantiels? Tout dépend des objectifs que l'on souhaite atteindre. Bien souvent, l'intérêt d'un pays, ça va être d'avoir les limites totalement grandes, sans distinguer les espèces, parce qu'ils ne sont pas forcément dans cet esprit dynamique. Donc là, il y a des projets internationaux qui existent. Il y a des choses qui sont faites notamment par la NASA. La NASA a un très gros laboratoire qui travaille sur les forêts et notamment sur les mangroves. Ils ont même des outils qui permettent de déterminer les stocks de carbone dans la biomasse. Ça peut être fait avec des images, c'est pas ma spécialité, mais des images à faible résolution. Ensuite, il peut y avoir une autre thématique qui s'intéresse vraiment à distinguer les différentes zones pour voir l'évolution des zones. Et là, ça devient déjà plus local. Et donc, faire appel à des guichets internationaux pour faire quelque chose de local, c'est moins évident. Et ensuite, on peut également faire un travail encore plus fin à l'échelle de l'arbre. C'est un projet que j'ai en cours des collègues pour suivre l'évolution des paramètres structuraux sur quelques arbres. Donc, c'est diamètre et hauteur à l'échelle d'un arbre. Donc, il y a les trois possibilités. La mangrove, on s'intéresse juste à la limite haut-bas, et on a la superficie pour tout le pays. Et ça, il peut y avoir des trucs internationaux qui permettent de le faire, notamment dans cette thématique de bilan carbone et de crédit carbone. La limite par zone, déjà, c'est plus local. Et après, quand on s'intéresse à l'arbre, c'est des questions scientifiques de pointe, et ça peut être plus uniquement des questions des guichets scientifiques. Des guichets régionaux. Les guichets régionaux, alors il y a oui, il y a des possibilités. Il y a des grands bailleurs de fonds qui s'intéressent au mangrove justement pour les crédits carbone. Il y a des millions d'euros ou de dollars qui peuvent être effectivement engagés. Mais ces gens-là, moi je suis souvent contacté par des entreprises qui veulent répondre à ce appel à projet, des startups françaises, américaines, etc. Sauf que ces guichets-là, ce qui les intéresse, ce sont des très grandes superficies, de plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Où est-ce qu'on peut planter dans le monde plusieurs dizaines de milliers d'hectares? Donc c'est faisable en Asie, là au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie, au Bangladesh, en Inde. Là où j'ai travaillé au Vietnam, la mangrove faisait 35 000 hectares, une mangrove. C'est la totalité des mangroves du territoire. Donc, ce qui les intéresse, les grands guichets internationaux, c'est ce type de projet. Il y a une compétition entre l'Inde et le Bangladesh pour savoir qui va replanter le plus de palétuviers. Et on est en dizaines de millions de pieds de palétuviers replantés. J'ai eu un message cette nuit à Dubaï, c'est pareil, il y a eu une opportunité, on replante des centaines de milliers de pieds de palétuviers. Nous, on a des mangroves, on a la chance d'avoir des mangroves qui sont très préservés. Mais du coup, on n'a pas les superficies dégradées qui nous permettraient d'avoir des actions, soit de replantation, soit de restauration, qui nous permettraient de répondre à ces défis internationaux. Merci beaucoup. Ça ouvre quelques perspectives intéressantes en termes d'action, court, moyen ou long terme. Je vous propose de passer à l'autre intervention donc prévue pour cet atelier. Donc, je vais laisser la parole au prochain intervenant. Hop. Bonjour Thibaut. Bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Je peux te laisser, donc, si ça te va, te présenter et nous partager ton écran pour la présentation. Donc, c'est moi qui fais défiler mes slides alors? On peut le faire si tu veux, c'est au mieux pour toi.
Comme vous voulez, je m'en fiche. C'est pour pas qu'il y ait de problème technique. Donc, si vous le faites, si c'est plus simple, moi, je m'en fiche. C'est comme c'est plus simple technique. Fais-le comme ça, tu es autonome sur le passage des slides. Et puis, s'il y a Ok. quelconque problème, on prend la main dans la foulée. Ça marche. Alors, attendez, il faut que je partage mon écran. Donc pour la transition, voilà, on était vraiment sur une introduction thématique. Merci encore Cyril pour cette intro. Et du coup, on va basculer petit à petit sur la pure notion d'observation spatiale avec Thibaut. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Ok, super. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir invité et de pouvoir me permettre de m'exprimer lors de ce séminaire sur l'observation spatiale en Nouvelle-Calédonie. Donc, je m'appelle Thibaut Catry, je suis ingénieur de recherche en télédétection à l'IRD. Je travaille dans l'UMR Espace Dev, donc l'unité mixte de recherche Espace Dev à la maison de la télédétection de Montpellier. Donc, je travaille notamment avec Marc sur des projets de différentes thématiques, incluant par exemple la mangrove. Donc, Marc m'a demandé d'intervenir dans ce séminaire pour essayer de vous présenter un peu les démarches qu'on menait dans notre unité de recherche sur les mangroves, notamment en télédétection. Et je vais finalement vous faire plutôt que vous faire une présentation purement recherche, j'ai voulu vous faire un résumé un peu de nos approches qu'on mène actuellement sur les mangroves à partir du traitement d'images, pour essayer de vous montrer comment, à partir de projets de recherche qu'on a depuis pas mal d'années dans notre unité, comment on essaye de mettre en place des démarches pour mettre à disposition des produits pour des communautés d'utilisateurs, mettre à disposition des outils et développer des interfaces qui permettent à ces utilisateurs et à ces communautés avec qui on travaille d'accéder à nos travaux et à de la connaissance sur les mangroves. Donc, c'est moi qui présente, mais c'est un travail collectif. Il y a pas mal de personnes impliquées dans mon unité, et notamment Jean-François Faure, Eric Delettre ou Quentin Gusmé. Donc, alors, attendez, je vais essayer de faire défiler mes diapos. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Donc, je vais passer rapidement sur mes premiers slides, puisque M. Marchand a assez bien présenté le contexte. Donc, simplement reprendre que les mangroves sont des écosystèmes qui sont en nette diminution et qui sont soumis à de plus en plus de pressions. Des pressions qui sont à la fois liées à des causes environnementales, des causes climatiques ou des causes anthropiques. Et qu'il y a pas mal d'efforts qui sont faits actuellement via des accords multilatéraux ou des programmes internationaux de recherche et de conservation pour essayer de mieux gérer la mangrove et de faire en sorte qu'on arrive à mieux comprendre cet écosystème et à mieux le préserver. Donc, on va dire dans la communauté en général et en particulier dans notre UMR, l'étude des mangroves se fait dans une approche qui est holistique et très interdisciplinaire, puisque si on met l'observation de la Terre au cœur de la thématique d'étude des mangroves, on peut se servir des données d'observation de la Terre pour faire énormément de travaux différents sur les mangroves, que ce soit des inventaires d'habitat, des travaux sur la régénération, du suivi de la détection de changements, de l'évaluation des écosystèmes, de la gestion des ressources naturelles, de la biomasse ou même de l'écologie et de la biologie. Et l'observation de la Terre permet de traiter tous ces volets thématiques via une grande diversité de capteurs qui sont actuellement disponibles, que ce soit des capteurs optiques, des capteurs radars, des capteurs LIDAR. On a des grandes diversités dans les résolutions, qu'elles soient spatiales, temporelles ou spectrales. On a la chance d'avoir accès à énormément d'outils libres et de pouvoir capitaliser sur des travaux antérieurs, notamment le guide méthodologique de l'IFRECOR de 2015. Et toutes ces démarches thématiques basées sur des outils et des méthodes qui se démocratisent beaucoup font qu'on est à l'interface avec une communauté de chercheurs et d'acteurs qui est de plus en plus grande et qui manifeste de plus en plus d'intérêt pour les mangroves. Donc, on a vraiment une volonté d'ouvrir notre démarche et de faire en sorte que les connaissances soient partagées, puisqu'en fait, c'est de ce partage que vient pour nous le bénéfice des connaissances locales pour essayer d'améliorer nos outils et répondre le plus possible au plus près des besoins et des demandes des acteurs avec qui on travaille. Alors, dans cette approche holistique et interdisciplinaire, finalement, notre travail il se concentre sur l'élaboration d'indicateurs à partir de données spatiales, optiques et radars à différentes résolutions. Et on essaye de mettre en place des approches qui soient multi-échelles dans l'espace et dans le temps pour caractériser des processus qui sont vecteurs de changement en lien avec des politiques publiques et des besoins locaux, tout en essayant de sortir de ce dogme un peu qui est de dire que l'érosion de la mangrove elle est réduite à une destruction qui est anthropique, pour essayer de caractériser des processus qui sont plus complexes, donc qui impliquent à la fois des processus anthropiques, des dynamiques hydrologiques, des dynamiques sédimentaires et des dynamiques climatiques, avec ces notions d'évolution spatio-temporelle qui sont vraiment importantes.
Donc finalement, on essaye de mener des projets de recherche qui contribuent au défi de la télédétection des mangroves, qui pour moi se résument en 3 axes principaux, qui sont la compréhension commune et bien définie du terme de mangrove, parce que ça répond un peu aux discussions que vous aviez finalement sur des nomenclatures de classification, sur la différence entre TAN et mangrove. On a beaucoup de visions assez différentes de gens qui travaillent sur des méthodes, de gens qui travaillent sur des thématiques, et finalement, le terme mangrove, il englobe plein de choses, donc c'est souvent difficile de savoir de quoi on parle. Il y a un vrai besoin d'harmoniser les définitions pour pouvoir harmoniser les approches. Donc ces approches, elles ont pour vocation à mettre en place des systèmes de classification qui soient homogénéisés, des approches qui soient standardisées pour le traitement des données et pour mettre en place des dispositifs de suivi et de surveillance. Et enfin, on a, à mon avis, parmi les défis à prendre en main, c'est réussir à mettre en place de l'interopérabilité des données et des méthodes pour pouvoir produire des comparaisons, travailler à la reproductibilité et à la transférabilité de nos outils. Donc ça, c'est vraiment les défis qui nous animent et qui, à mon avis, animent la grande majorité de la communauté des mangroves. Donc dans notre unité, on a une thématique mangrove qui est très multisite et qui est interdisciplinaire. Donc je vous ai mis une carte très simple avec des points rouges qui vous montrent un peu les sites sur lesquels on a des travaux en cours, des travaux passés sur les mangroves. Vous voyez finalement, on s'étale assez bien sur toute la zone de présence des mangroves, toute cette frange tropicale, intertropicale. Et donc, on est vraiment présent sur une multitude de sites et une multitude de thématiques et de disciplines connexes qui travaillent à l'étude des mangroves. Notre démarche à l'UMR Espace Dev, finalement, sur les mangroves, elle se résume avec ce qu'on appelle entre nous la maison mangrove, qui synthétise un peu notre démarche scientifique, on va dire, et qui finalement est une maison à étage qui repose sur la brique du bas, sur un historique de notre unité de recherche, avec des terrains, un savoir-faire et des partenaires qui sont impliqués depuis de très nombreuses années. Et comme brique de base, on a également le pôle de compétences à Madagascar, qui est monté en ce moment en collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur malgache et l'IRD, et qui a travaillé à la mise en place d'un démonstrateur mangrove que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc ces 2 briques de base, finalement, elles servent de fondation à tous les projets en cours de l'UMR qui sont la mise en place de chaînes de traitement d'images et la mise en place de qualification et de validation de produits pour les utilisateurs qui travaillent avec nous. L'utilisation de services et de produits qui sont issus de projets finalisés en partenariat avec des petites entreprises qui font de la recherche et du développement pour aller vers la mise en place d'une plateforme dédiée aux mangroves dans le cadre du Space Climate Observatory du CNES pour finalement développer une infrastructure de services qui permette de faire du suivi opérationnel par imagerie satellitaire des mangroves, avec la visée finale qui serait de rendre des services à ces utilisateurs, notamment issus des Romcom, qui soient institutionnels, mais qui proviennent également d'autres publics, que ce soit des communautés de recherche ou des communautés d'ONG, par exemple, qui pourraient tout à fait être intéressées par ce type de produit. Donc le but de ma présentation, là, c'est d'essayer de vous illustrer cette démarche qu'on mène dans la maison mangrove pour vous montrer comment on capitalise sur notre expérience et sur nos travaux de recherche pour aller vers la mise en place de cette plateforme mangrove. Donc notre expertise mangrove, elle repose sur des projets et sur des collaborations anciennes qui ont parfois plusieurs dizaines d'années, on va dire une vingtaine d'années. On a travaillé sur de très nombreux terrains, que ce soit en Guyane, que ce soit en Calédonie, que ce soit dans de très très nombreuses zones, pour utiliser l'observation de la Terre et en particulier l'imagerie satellite pour développer des indicateurs qui caractérisent la dynamique de la mangrove. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps et c'est actuellement des choses qui sont menées dans le cadre des animations régionales Géodev dans le pays du Sud et notamment l'ART Géodev Calédonie. Donc tout ça, c'est vraiment un cadre qui est très intéressant pour mener ces activités et on profite également de tout ce qui est mis à disposition dans le cadre de TEIA et dans le cadre de l'infrastructure DataTerra pour profiter de mettre à disposition des produits, de capitaliser sur des outils et sur des données qui sont rendues disponibles assez facilement à l'heure actuelle. Alors, toutes nos démarches historiques, elles sont menées dans des approches qu'on appelle classiques, c'est-à-dire qu'on travaille sur des jeux d'images à partir desquels on met en place des traitements ad hoc pour produire notamment des cartographies d'occupation du sol et en particulier des cartographies des mangroves, pour finalement travailler avec les utilisateurs qui font des applications thématiques et qui sont des usagers de la mangrove et travailler sur la mise à disposition de ces produits. Ça, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps, mais qu'on n'avait pas forcément opérationnalisé en termes de service. C'est-à-dire qu'on
On avait des projets de recherche, on développait des produits, on diffusait ces produits via des interfaces web, mais il n'y avait pas forcément la capacité d'accéder à des services qui soient dédiés à la mangrove. Et c'est ce vers quoi on essaye de tendre actuellement. Alors, pour faire ça, ces services, en plus de notre expérience à l'unité, ils reposent sur le pôle de compétences en télédétection qui est en train de se développer à Madagascar, et dans le cadre duquel on a produit un démonstrateur mangrove, qui est finalement une interface qui a été mise en place pour produire, à partir de séries temporelles Sentinel-2, des indices, notamment de NDVI et de NDWI, qui permettent de faire du suivi dynamique de la mangrove et de travailler sur des estimateurs de gains et de pertes de mangrove sur 2 tuiles à Madagascar dans un premier temps pour ce démonstrateur, avec la volonté d'étendre ce type de service sur la plateforme qui va être développée. Donc en fait, on a travaillé dans ce démonstrateur sur la faisabilité de cette approche, son dimensionnement en termes de produits et en termes de besoins, on va dire, structurels et matériels, on va dire, pour mettre en place ce type de plateforme. Et on a développé toute la théorie derrière l'utilisation des images Sentinel-2, donc qui sont des images libres mises en place, mises à disposition par Copernicus actuellement, en optique, pour caractériser l'évolution de la mangrove à partir de séries temporelles de NDVI. Et ces séries temporelles, elles sont visualisables via des calculs d'indices, avec des outils qu'on développe en interne à l'UMR Espace Dev, et notamment une chaîne de production d'indices à partir des images Sentinel qui s'appelle Send2Chain, qui est une chaîne qui est disponible sur un GitHub qui est open et que vous pouvez tout à fait utiliser et implémenter en Calédonie sans problème. Et ce démonstrateur, il permettait des analyses temporelles des évolutions de ces indices avec différents pas de temps, de faire des comparaisons à l'échelle de polygones pour suivre des objets d'intérêt au niveau de la mangrove et de calculer des statistiques et d'en faire des exports pour que les utilisateurs puissent chiffrer un peu des évolutions qu'ils observaient et travailler sur des indicateurs de gains et de pertes de la mangrove. Donc ce démonstrateur a été financé et l'idée c'était de montrer qu'avec ce démonstrateur, on avait la possibilité de labelliser le projet au Space Climate Observatory pour ensuite aller chercher du financement et essayer de développer une plateforme opérationnelle de suivi des mangroves. Donc, on a fait ça en lien étroit avec le CNES et notamment via des développements méthodologiques pour implémenter de nouvelles fonctionnalités dans cette plateforme et apporter de nouveaux indicateurs qui se font dans le cadre d'un projet TOSCA qui s'appelle SOS Mambo, qui est un projet dédié à l'étude de la mangrove à Madagascar dans le site de la Bombetouk, et qui est un projet financé par le CNES sur la période 2020-2023, et qui a pour ambition de combiner la THRS optique radar avec des séries temporelles à haute résolution Sentinel pour produire des indicateurs fins de caractérisation de la mangrove et aller plus loin que de simples cartes qu'on trouve souvent maintenant avec des produits globaux qui s'intéressent à la distribution de la mangrove. Mais ce qu'on veut, c'est travailler à partir de l'imagerie à des typologies de la mangrove pour aller faire des classifications plus fines que simplement du binaire 0-1, mangrove, non mangrove. Donc le site d'application, c'est le site de la baie de Bombetouk à Madagascar. Et l'ambition du projet, c'est de combiner l'étude de la dynamique de la mangrove avec la dynamique hydrosédimentaire du bassin. Pour faire ça, on a en gros une chaîne de traitement qu'on a pour objectif de développer, qui est synthétisée ici, qui est finalement une chaîne qui capitalise sur 2 outils. Donc un premier outil qui s'appelle Phototex, qui est un algorithme qu'on a développé à l'UMR Espace Dev à partir de travaux de l'UMR AMAP, qui était initialement fait pour travailler sur la mangrove, mais qu'on a un peu optimisé, dans lesquels on a ajouté des fonctionnalités, et surtout qu'on a rendu complètement libre sur Python. Et encore une fois, c'est un algorithme qui est disponible sur un GitHub, donc vous pouvez tout à fait y accéder si ça vous intéresse. Et l'idée, c'est d'utiliser cette approche qui est basée sur de la texture dans des images à très haute résolution spatiale pour extraire des indicateurs qui vont caractériser, on va dire, des éléments qui permettent de faire une typologie de la mangrove. Donc, en utilisant cette approche de texture plus des données issues du terrain, on veut essayer de définir des indicateurs qui vont, par exemple, caractériser de la densité de mangrove, de la hauteur de mangrove, de la maturité de mangrove, et utiliser ces informations comme données d'entraînement pour faire tourner finalement un algorithme qui s'appelle IOTA2 et qui est un algorithme qui est spécialisé dans la production d'occupation du sol sur des séries temporelles à haute résolution, cette fois-ci Sentinel, et travailler à l'extraction sur des masques de mangrove de cartes qui vont aller définir des typologies précises dans des enveloppes de mangrove issues de la haute résolution. Donc l'idée vraiment, c'est de voir comment on peut combiner des outils existants pour extraire des typologies de mangrove en utilisant finalement la diversité des capteurs qui sont actuellement à notre disposition, que ce soit en optique et que ce soit en radar.
Donc là, on travaille sur la Bombay-Touques pour mettre en place, on va dire, ce démonstrateur, cette chaîne de traitement, la calibrer, la valider. Et une fois que cette chaîne de traitement sera mise en place, on a vocation à la porter sur d'autres sites. Donc pour faire ça, en fait, on utilise des travaux récents qu'on a menés dans le cadre de SOS Mambo et dans le cadre de tests qui sont en cours à l'UMR Espace Dev et qui ont par exemple permis d'utiliser la très haute résolution spatiale de Spot7 pour faire en 2019 une carte de la distribution de la mangrove dans la baie de la Bombay-Touques. On a également, comme je vous ai dit, des travaux en texture via phototexte qui s'intéressent aux relations entre ces signaux de texture issus de nos images et des variables biophysiques qui caractérisent la mangrove, notamment par exemple la hauteur de la canopée. Et on a d'autres travaux qui sont plutôt basés sur de la haute résolution cette fois-ci et qui, eux, s'intéressent à l'évolution de la mangrove, donc en lien par exemple avec la dynamique hydrosédimentaire quand on utilise des images optiques Sentinel-2 ou Landsat, où on peut, sur des grandes séries temporelles, réussir à travailler sur l'évolution spatio-temporelle de la distribution de la mangrove en lien avec des phénomènes de sédimentation. Donc ça, c'est une approche plutôt basée sur de l'optique. Et on a des approches qui sont aussi basées sur des séries temporelles de radar, notamment Sentinel-1, qui, avec des chaînes de traitement qu'on développe chez nous, permettent finalement de travailler sur la relation entre l'extension de la mangrove et la dynamique hydrologique dans la baie, avec des cartes où on étudie à la fois l'extension maximale des zones inondées dans la baie de la Bombay-Touques, qui permettent d'avoir des idées sur les zones dans lesquelles on va trouver les conditions hydrologiques qui sont favorables à la présence de mangroves, et aussi des notions on va dire de persistance de l'inondation, donc de récurrence d'inondation sur des séries temporelles annuelles, puisque l'avantage de Sentinel-1 avec des données tous les 5 jours, c'est qu'on peut avoir une idée des durées d'inondation sur une période annuelle ou une période pluriannuelle dans la baie de la Bombay-Touques. Donc on essaye vraiment de combiner des approches qui reposent sur des capteurs très haute résolution, des capteurs haute résolution, avec des outils toujours développés sur des plateformes de type Python qui sont mis à disposition via des GitHub et qui reposent en général sur des données qui sont soit libres, type Sentinel, soit qu'on arrive à acquérir de manière simplifiée et souvent librement grâce à des dispositifs comme TIA, comme Dynamis ou comme Dataterra. Et toutes ces démarches de recherche et ces démarches qui capitalisent sur nos travaux ont pour vocation à venir nourrir cette plateforme mangrove, finalement, labellisée par le SCO France, avec des objectifs généraux qui sont la mobilisation des acteurs futurs et qui seront les utilisateurs de la plateforme, essayer d'agréger, de compiler et d'adapter des méthodes et des outils qu'on a déjà à l'UMR Espace Dev pour les optimiser et les opérationnaliser dans cette plateforme de service. Et finalement, mettre en place des développements méthodologiques et thématiques qui sont complémentaires, c'est ce qu'on fait via notamment le projet Tosca Mambo, pour produire et qualifier toutes nos études en lien avec des projets dédiés à la mangrove. Et enfin, l'idée, c'est de développer ou de porter des briques logicielles pour mettre en ligne un outil opérationnel de production et de diffusion de jeux, informations et de services au sein des pôles Dataterra TIA. Donc tout ça, a pour objectif plus spécifique de généraliser et standardiser des méthodes et des outils de suivi des mangroves, de cibler des produits et des services de base qui soient cartographiques, de production d'indices, d'évolution de perturbations de mangroves et de suivi et de comparaison, avec des données qui sont libres ou issues de Dynamis, et notamment utiliser tous ces produits et faire en sorte que ces produits soient disséminés via ce portail utilisateur. Que ces produits et ces services soient ouverts aux institutionnels français et aux partenaires du Sud, et qu'on réfléchisse à un modèle économique qui soit finalement implémentable pour ces partenaires, mais également pour d'autres utilisateurs qui ne soient pas forcément la cible prioritaire, mais qui pourraient être à terme intéressés et qui pourraient aussi bénéficier de ce type d'approche. Enfin, ce qu'on veut, c'est essayer de capitaliser sur ces démarches et sur nos projets en cours et sur ce type d'événements comme vous organisez en Calédonie, pour agréger et animer des communautés d'utilisateurs en profitant de retours d'expérience et en faisant évoluer l'offre de services informationnels. Donc le périmètre géographique de cette démarche actuellement, je vous ai dit, le site pilote, c'est la baie de Bombay-Touques. On a identifié des sites d'extension prioritaires qui sont en gros les ROMCOM, pour faire simple, et qui ont pour ambition de finalement avoir une cible finale qui vont être tous les territoires mondiaux qui habitent des mangroves, puisque notre ambition, c'est que notre méthode et nos outils soient génériques pour qu'on puisse les mettre à disposition et surtout les implémenter dans n'importe quelle zone. Donc tout ça, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place, qui sont encore en phase de calibration, mais qui sont pas mal avancées au niveau de la recherche. Et il y a encore tout ce volet opérationnel qu'il faut développer. Donc on a un certain nombre de livrables qui sont attendus de ce projet Mangrove SCO, notamment le portail d'information et de sensibilisation dirigé principalement vers la communauté d'utilisateurs scientifiques,
des produits et des services de base avec une certification de qualité, favoriser finalement via cette interface des interactions avec les utilisateurs et finalement des montages de projets collaboratifs avec des partenariats locaux, voir comment on peut capitaliser sur les indicateurs existants pour monter ces partenariats et finalement collaborer avec différents acteurs pour mettre en place une valorisation de ces services. Donc faire en sorte qu'on arrive à mettre en place des routines de production et de téléchargement récurrent d'informations et que les services qui vont être disponibles dans le portail puissent finalement être pérennes et évoluer au cours du temps pour qu'on puisse intégrer de nouvelles fonctionnalités pour toujours s'adapter à de nouvelles demandes et à des besoins qui pourraient évoluer de la part de nos acteurs et de la communauté avec qui on travaille. Et finalement, évidemment, on essaye de mettre en place des documents de référence, des guides et des manuels et des actions d'animation pour qu'on ait des partenaires et des acteurs qui soient touchés par notre démarche et qui se sentent impliqués dès le départ. Et donc, en termes de calendrier simplement de cette démarche, on est en pleine phase de choix du prestataire et de notification du marché qui va être faite en novembre 2021, pour un début de prestation en décembre 2021 et une livraison de la plateforme d'ici environ 6 mois, avec l'ambition d'être pleinement opérationnel, on va dire, au deuxième semestre 2022, pour que les services qui seront développés sur cette plateforme soient accessibles à tout utilisateur qui aura un masque de mangrove de sa zone et qui aura des besoins et envie de produire des indicateurs. Il pourra accéder à ce portail pour mettre en place sa démarche. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions, je peux répondre sans aucun problème. Merci beaucoup Thibaut. Merci Thibaut. J'essaie de voir si le micro fonctionne. Ça va. Ouais, oui, ça va. Il y a les premières questions par Cyril Marchand. Et après, je pense que je vais faire le bassin, mais j'en ai quelques minutes. Moi, j'ai une question. Non, j'avais une question. Je voulais savoir si je voulais faire cette animation, si tu voulais le faire. Pardon. Voilà, c'était ma question à toi. Ça s'adressait à toi. C'est comme tu veux. Je te laisse expliquer la question. On continue. On peut compléter si. D'accord. Merci. Merci pour cette présentation vraiment exhaustive et claire. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu peux nous en dire plus vis-à-vis, il y a un autre qui m'intéresse davantage, c'était la dynamique sédimentaire, sédimentation bassin versant, par rapport justement à l'évolution de la mangrove, enfin, en fait, à un moment donné, tu parles de prendre en compte justement cette dynamique de sédimentation avec la carte évolutive. Si j'ai suivi, hein, donc. Oui, c'est. Alors, en fait, on a utilisé les séries temporelles qui sont mises à disposition par Landsat et par Sentinel. Donc, depuis les années 90, on a travaillé donc 95, 2005 et 2015. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'avec ces images satellites, on arrive à mettre en évidence les migrations de la mangrove finalement en fonction des cycles sédimentaires et hydrologiques. Et on voit que les bancs de mangrove, en fait, ils se déplacent avec les bancs qu'on observe dans la baie Bétouque. Finalement, quand on regarde la baie Bétouque, il y a pas mal de bancs sédimentaires qui sont présents dans la baie et l'évolution de ces bancs sédimentaires est accompagnée d'une évolution de la distribution de la mangrove. Donc finalement, on a parlé de dynamique de la mangrove dans cette zone-là, on ne peut pas en parler si on ne parle pas de la dynamique sédimentaire et de la dynamique hydrologique parce que tout est conditionné par cette dynamique-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de travailler sur la mangrove dans un sens plus large parce qu'il faut arrêter de dire que la mangrove, c'est des arbres. La mangrove, c'est certes des arbres, mais c'est des arbres dans un écosystème, dans un système dynamique. Et il y a un besoin clairement actuellement de mieux travailler sur la caractérisation de la sédimentation, de l'hydrologie, pour étudier clairement l'évolution de la mangrove spatialement et temporellement parlant finalement. Il y a donc une question de Flora et Hugo qui veut prendre la parole en ligne ensuite. Il y a une première question de Pierre Blas Flora qui parle. Est-ce que tu vois le chat, Thibaut? Ça concerne le fait qu'il existe un outil de Global Observation des mangroves et elle a donné le lien. Et donc la question, c'est existe-t-il des partenariats avec la Nouvelle-Calédonie pour valider les données satellites? Voilà. Oui, on t'entend. Oui, bonjour. Non, c'était pas forcément pour Thibaut le pauvre. Je ne sais pas si c'était plus pour la session en général, parce que je ne sais pas si vous en avez discuté. Mais oui, c'était pour savoir s'il y avait
des liens particuliers avec la Nouvelle-Calédonie, avec cette initiative globale d'observation des mangroves. Et s'il y avait notamment des sites de validation des données en Nouvelle-Calédonie. Alors, à ma connaissance, non. Après, M. Marchand, non. Il n'y a pas de lien ni de validation de données satellites sur la Calédonie. L'idée, c'est de pouvoir le faire. Alors, on va peut-être pouvoir le faire l'année prochaine, dans le cadre justement du déploiement de cet outil qui est présenté par Thibaut sur la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a réussi à avoir des moyens humains pour déployer ce produit-là, cet outil sur la Calédonie pour l'année prochaine. Donc, on a 2 ans pour le faire, donc on va probablement valider cet outil et les données satellitaires. Voilà. Est-ce que peut-être Thibaut, tu veux réagir sur l'outil, enfin le fameux Mangrove Global Watch, que tu dois très certainement connaître du fait que tu développes des outils parallèles? Alors, on a peut-être un problème de connexion. En attendant, Hugo, si tu veux prendre la parole, là, tu levais la main. Oui, bonjour tout le monde. Ma question, elle était destinée à Thibaut, donc s'il est déconnecté, ça va être compliqué. Bon, je vais attendre. Je pense qu'il va se reconnecter, il va essayer de se reconnecter là rapidement. Je crois que ça buguait un peu de son côté. Il y avait d'autres questions dans la salle, peut-être Le nom du portail, c'est bien en 2022, dans ce mois, il y a eu ce qui est développé là, je ne sais plus. Ce qui est développé, c'est un outil sur lequel on va pouvoir, effectivement, sur un portail, effectivement, on va pouvoir se connecter pour aider à des produits. C'est deuxième semestre de He's back. Oui, je suis de retour, pardon, ça a complètement planté. Désolé. Pas de souci. Du coup, alors il y avait une première question là, donc Flora effectivement qui intervenait sur la notion du Global Mangrove Watch. Est-ce que tu veux nous en dire un mot du fait justement que tu développes des outils similaires? Quelle est peut-être la limitation de l'un et pourquoi du coup de nouveaux outils? Et ensuite, il y a une autre question pour toi en ligne, mais je te laisse intervenir sur le premier sujet. Oui, Global Mangrove Watch, c'est une initiative qui est intéressante parce qu'effectivement, le premier avantage, c'est que c'est global et après, voilà, c'est un avantage que ce soit global et c'est à la fois un inconvénient parce que en général, ce type d'approche globale ne sont pas forcément validés à une échelle globale, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui sont calibrés, validés sur une zone et qu'on étend de manière un peu, on va dire, simplifiée à une échelle globale sans forcément avoir des approches validées pour des gens qui voudraient utiliser ces produits sur leur site d'études. Donc, oui. L'avantage, c'est la globalité. La globalité, c'est super, tout le monde a accès à de la donnée, mais le gros travail, il est à faire par les gens localement de valider ce produit. Et nous, finalement, l'intérêt qu'on a, c'est de développer. On a une expertise sur pas mal de sites avec des données qu'on a sur pas mal de sites. Donc, finalement, on a la capacité d'utiliser nos connaissances et les données qu'on a sur les sites pour valider des produits qu'on mettrait à disposition. Mais évidemment, derrière, il y aura ce besoin d'impliquer les utilisateurs pour que le travail de validation sur des sites que nous, on maîtrise moins, soit fait par les gens localement. C'est pour ça qu'on a besoin de développer des partenariats forts et que finalement, on co-construit avec une communauté d'utilisateurs ces outils. Parce que derrière, on n'est plus dans la recherche, on est vraiment dans l'opérationnalisation, la mise à disposition de produits, mais derrière, si c'est pour faire du n'importe quoi avec des produits qui sont faux parce qu'on ne connaît pas les sites, il faut vraiment que les utilisateurs localement soient présents avec nous pour nous aider à calibrer et à valider ce qu'on fait. Le Global Mangrove Watch, c'est super parce que c'est des volumes de données, c'est des architectures très complexes qui mettent à disposition des produits, mais ce n'est pas forcément tout le temps à jour en termes de date. Et voilà, il y a un gros effort de validation à faire localement pour les utilisations sur des sites que les gens connaissent bien. Mais comme tous les produits globaux, ce n'est pas spécifique à l'aspect du mangrove. C'est pour ça que je demandais si avec la Nouvelle-Calédonie, il y avait parce que j'imagine qu'il y a des validations avec certains pays et certains territoires. Et s'il y a des projets qui se développent sur les mangroves en Nouvelle-Calédonie, je pense que ça pourrait être aussi intéressant parce que ça donne une visibilité mondiale sur l'écosystème.
Après voilà, ce qui est difficile, c'est que des produits comme ça, il y en a plein, avec plein de données différentes, plein de méthodes différentes, et parfois c'est un peu difficile de se retrouver dans quelle est la qualité du produit, lequel est le plus fiable, quelle est la différence entre certains produits, parce que finalement, ils font un peu tous la même chose, et souvent c'est de la distribution de mangrove, et ça va pas forcément plus loin. Et c'est vrai que dès qu'on veut aller un peu plus loin que la distribution de la mangrove, c'est souvent compliqué d'avoir des produits qui soient soit à jour, soit suffisamment fiables finalement. Ok. Juste un petit laïus très rapide, enfin deux points. Le premier, effectivement, je pense que c'est à souligner là et je repasse très volontairement le message. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Flora, elle est en live depuis l'Australie, depuis le CSIRO. Du coup, clairement, il y a un objectif à ce séminaire cette année, c'est de connecter les communautés régionales. Donc, encore une fois, produire pour la Calédonie, c'est nécessaire. Produire pour la région, c'est encore mieux. Donc, on parlait de synergie, etc. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, et notamment avec l'Australie et le CSIRO. En tout cas, c'est la dynamique vers laquelle on essaie de tendre. Et le message qu'on porte aussi, et c'est l'objectif un petit peu d'avoir une meilleure représentation de tout ce savoir-faire français dans la région, c'est, comme l'a très bien présenté Thibaut tout à l'heure, c'est des développements qui se veulent être génériques au possible et qui sont finalement rendus totalement ouverts et disponibles à tous ceux qui veulent les réutiliser derrière. Donc c'est un peu le principe du réseau TEIA et de tous les développements des produits et services open source. Et je pense que c'est important de le souligner ici. On remercie encore ces efforts faits, quoi. Oui, parce que le Global Mangrove Watch, vous n'aurez jamais accès à l'algorithme qu'ils utilisent pour cartographier les mangroves. Vous aurez des produits, mais vous n'aurez jamais accès à l'algorithme. Ils vous donnent des éléments de méthode sur ce qu'ils font, mais c'est de l'intelligence artificielle et vous n'aurez jamais beaucoup de détails. Ils ne vont jamais vous expliquer. Ils ne vous donneront jamais leur réseau pour faire tourner leur algo sur votre zone. Ça n'arrivera jamais. Donc, c'est deux approches très complémentaires, mais avec des philosophies quand même très différentes. Tout à fait. Oui, alors, donc, Cyril Marchand, je viens de jeter un petit coup d'œil. Effectivement, les données de Global Mangrove Watch sur la Nouvelle-Calédonie ne sont pas très précises. Donc, c'est par le Global Mangrove Alliance, coordonné par CI et puis l'IUCN, avec même des partenaires prestigieux, des collègues à moi de Griffith University dans le Queensland, du ZMNT, c'est Leibniz Center for Tropical Marine Research des Allemands, et puis l'Université du Queensland, et puis également le Mangrove Specialist Group, qui est un groupe auquel j'appartiens, qui est le groupe de spécialistes mondiaux de la mangrove. Donc il y a des noms prestigieux derrière cela, mais effectivement, ce sont principalement des ONG qui sont à la manœuvre. Et pour la Nouvelle-Calédonie, encore une fois, je viens de vérifier, c'est pas très précis. Et c'est pour ça, oui, c'est pour ça que je pense que ça pourrait être, vu qu'il y a beaucoup de capacités et de compétences en Nouvelle-Calédonie notamment, ce serait, je pense, très intéressant de se rapprocher de ce produit, de cette plateforme ou d'autres, mais pour vraiment valider ces données et peut-être justement rectifier, calibrer un peu mieux tout ce qui est. Je pense que ça serait oui, ça permettrait une meilleure visibilité pour la région et donner oui, une meilleure. Je ne trouve pas forcément mes mots en français parce que je ne fais pas souvent les. Tu peux parler en anglais, on était bilingue hier, ça. Ça devient intéressant. Oui, non, enfin, je trouvais juste intéressant d'essayer justement, quand on a ces produits globaux, de faire remonter les données quand on a des données beaucoup plus précises et définies sur une zone, que ça remonte aussi sur ces produits globaux, ça les intéresserait aussi, j'imagine. Donc, voilà. Et Flora, Marc Espinois de la Nouvelle-Calédonie, en fait, l'idée, et comme je fais partie effectivement de Géodev NC, et du groupe TEIA, l'idée avec ce qu'ont développé l'unité Espace Dev à Montpellier sur Madagascar et autres, c'est d'adapter cet algorithme-là à différents contextes dans le monde, et notamment en Calédonie. Ça va être fait l'année prochaine. Donc, normalement, si tu veux, et en plus, on va avoir un VSC qui est Pierre Odisio, qui est connecté, là, que Thibaut connaît bien, et qui a déjà travaillé un peu sur les chaînes de traitement, et qui va arriver début janvier là-dessus pour la mise en place de cette chaîne et la validation. Donc, si tu veux, en fin de prochaine, on va peut-être avoir quelque chose qui pourrait être adapté à la Calédonie. Et l'idée, c'est de ne pas forcément s'arrêter à la Calédonie aussi, c'est de s'expandre. S'étendre.
S'étendre. Moi aussi, je parle mais très mal, mais tu vois, mon français n'est pas bon. C'est de s'étendre, si tu veux, à la région. Et voilà, donc on y arrive tout doucement, mais comme disait Thibaut, on a besoin de compétences locales pour valider tout ça et d'un peu de temps. Voilà. Effectivement, les liens et synergies entre les différentes initiatives, dont le Global Mangrove Watch, seront à faire et seront faits, bien entendu, et en lien avec les différents travaux. Alors, pardon, vas-y. Juste pour avoir pour être en ligne avec vous, est-ce que vous avez des liens parce que moi, dans le CSIRO, je m'occupe surtout de l'observation de la Terre. Mais je sais qu'il y a d'autres groupes dans le CSIRO qui travaillent sur les mangroves, par exemple sur les questions de carbone, etc. Et je voulais juste savoir si vous aviez des partenariats Pas encore. Pas encore, justement, et on te remercie par avance pour la mise en relation. Non, mais pas de problème. Est-ce que j'ai une équipe, même ici, qui travaille avec des gens à Brisbane ou à Adélaïde ici. Mais je sais qu'ils travaillent sur ces sujets et je pense que ça pourrait être intéressant de collaborer. Voilà. Ça nous intéresse énormément, notamment parce que il y aura probablement, peut-être, un gros projet sur une réponse à appel à projet mangrove PPR Océan et Climat, dans lequel on répond sur le sujet de mangrove. Ouais. Et dans lequel il va y avoir des observations de mangroves à différentes échelles. Et à l'échelle du territoire pour la Nouvelle-Calédonie, tout ce qui est intéressant, c'est la biomasse, les bilans carbone, etc. Ouais. Si effectivement tu peux nous mettre en lien avec les gens du CCRO qui ont déjà d'expérience là-dessus, alors je suis vraiment très très preneur. D'autant, j'insiste un peu sur le sujet, on parlait tout à l'heure des guichets, il y a quand même de plus en plus de guichets régionaux, il y a aussi des guichets finalement français qui demandent, et le Fonds Pacifique en est un, et qui demandent d'avoir une meilleure intégration régionale, qui permettent et qui facilitent cette intégration régionale, qui demandent d'avoir différents partenaires dans le Pacifique. Donc, ça fait partie des opportunités qu'on a de faire financer des projets pour le territoire et autres. Donc, ce ne sont que des opportunités. Je vais peut-être laisser la parole à Hugo qui voulait poser une question également. Pardon, merci à toi, Flora. Merci, Flora. Oui, du coup, merci. C'est hyper intéressant les discussions qui sont actuellement en cours. Donc moi, je suis Hugo Roussafa, je travaille à l'Observatoire de l'environnement de Nouvelle-Calédonie. Depuis peu, là, je suis responsable du système d'information. En fait, nous, notre rôle, c'est de mettre à disposition en fait de l'information spatiale pour décider, auprès des gestionnaires, quoi, vraiment avoir une approche plus gestionnaire que scientifique. Donc, on se sert beaucoup de données ou de méthodes scientifiques pour avancer sur ces questions-là. Et donc, déjà, je te remercie parce que le travail que vous avez fait et puis la présentation que tu as faite était excellente. Moi, j'avais simplement deux petites questions plutôt, plutôt précises et techniques. Concernant donc les codes sources dont tu parles qui sont disponibles, j'ai un peu regardé là sur Internet, j'arrive pas à retrouver votre Je pourrais envoyer un mail à Marc avec l'espace guide pour que vous accédiez à l'ensemble des dépôts qu'on a fait sur le GitHub. Comme ça, vous aurez accédé à tout. Ah, ça serait super. Et la deuxième question, elle concerne plutôt votre architecture, l'infrastructure en fait que vous avez en place pour mettre à disposition ces méthodes de calcul en fait sur tout l'ensemble d'images satellites. Qu'est-ce que vous utilisez et est-ce que je te laisserai répondre sur cette question et en parallèle, est-ce que vous êtes intéressé aux outils Open Data Cube notamment qui est en train de s'étendre largement sur le monde? Alors, pour répondre à ta première question, en fait, pour l'instant, on n'a pas d'architecture puisque la prestation va commencer le mois prochain. Donc, si tu veux, l'outil n'est pas en place. Le marché est en train d'être notifié. On va commencer à construire la plateforme le mois prochain. Donc, la plateforme sera opérationnelle à partir du deuxième semestre 2022. Donc, pour l'instant, je ne peux pas répondre à ta question parce que je n'ai pas de réponse et je n'ai pas d'expertise sur ces architectures portail. Donc, on a un prestataire qui devrait être sélectionné dans le courant du mois et qui, lui, va implémenter des outils
qui lui sont propres a priori. Et pour l'instant, je n'ai pas d'éléments précis pour te dire ce qu'on va utiliser comme architecture. Et pour la deuxième question, alors oui, effectivement, les data cubes, c'est des choses sur lesquelles on travaille en ce moment. Alors, pas spécifiquement encore sur les mangroves. Par contre, toutes nos démarches de traitement des données Sentinel-1, notamment pour la production d'indicateurs issus d'indicateurs caractérisant les inondations, les extensions et les récurrences d'inondations, on est en train de travailler sur la mise en place d'un data cube dédié à Sentinel-1, donc pour des applications radar. Ça, on le fait en collaboration avec l'INPI, qui est en fait l'équivalent du CNES au Brésil, puisqu'en fait, à la base, ces données Sentinel, elles sont issues d'un projet qui est en collaboration avec le Brésil sur l'Amazon. Et en fait, on a détourné finalement ces applications pour travailler sur d'autres thématiques, dont la mangrove. Et en même temps, on a, avec ses collègues brésiliens, des travaux en cours sur des data cubes dédiés cette fois-ci à Sentinel-2 pour la production d'indices. Et c'est des choses qui sont en train d'être développées. Donc effectivement, sur les données Sentinel, la notion de data cube elle a du sens puisque c'est des données qui sont disponibles en masse avec des volumes importants. Par contre, tous les volets qui sont liés à de la THRS, donc la très haute résolution spatiale, ce n'est pas des démarches qui s'implémentent dans des data cubes puisque finalement, ces données qui sont en très haute résolution, elles sont marginales par rapport au volume total des données qu'on a, puisque que ce soit Pléiades ou Spot 6.7, même si on a des accès libres via Dynamis, c'est jamais des accès en série temporelle. Si on a une image saisonnière pour travailler sur les sites sur lesquels on veut, donc on va dire 2 images par an, c'est déjà beaucoup, que ce soit en termes de budget ou en termes d'ennuagement. Donc voilà, on n'est vraiment pas dans des approches data cube en très haute résolution spatiale. Donc vraiment, c'est deux approches finalement qui se complémentent dans ce qu'on fait entre la haute résolution Sentinel et la très haute résolution. Sentinel via des data cubes, oui. La très haute résolution spatiale, non. Je te remercie pour tes réponses. Après, j'avais juste une petite remarque concernant le fait d'utiliser la disponibilité de systèmes globaux comme Global Forest Watch ou Mangrove Watch. Et en fait, pour nous, c'est un peu... faut prendre ces outils pour ce qu'ils sont, quoi. Clairement, ils sont pour nous, en tout cas, ils sont complémentaires à vos approches. Beaucoup plus localisées finalement, et notamment dans nos démarches opérationnelles où en fait on va exploiter ces ressources-là, ces données-là en avance. Ça va être plus simple pour nous de les exploiter pour identifier par exemple des pertes forestières et ensuite faire de la précision avec d'autres outils, soit internes, soit d'autres services. Mais je pense qu'il ne faut pas faut pas les oublier, ça reste quand même des outils intéressants. Ah non, mais évidemment, ça, je suis tout à fait d'accord. J'oublie absolument pas ce genre d'outils. J'insiste juste sur le fait que on a des démarches qui sont sur des philosophies assez différentes, et quelque part, c'est une façon aussi de dire qu'on a une existence qui est importante, parce que on pourrait, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire que maintenant qu'il y a ces produits issus d'intelligence artificielle à des échelles globales, finalement, il n'y a plus rien à faire en télédétection, il n'y a plus besoin de faire de la recherche, puisque de toute façon, des produits globaux existent, à quoi bon? Ben, en fait, si. Des exemples comme des initiatives à une échelle calédonienne avec des données globales qui ne sont pas de bonne qualité et des besoins qui sont beaucoup plus spécifiques que ce qui existe montrent bien qu'il y a un besoin de développer des méthodes avec d'autres types de données. Donc, évidemment, on est complémentaires. Il y a absolument pas, je renie absolument pas ces produits. Je suis le premier à les utiliser pour entraîner des algorithmes, pour comparer, pour essayer de valider des sorties que j'ai sur mes algos. Donc, je ne vais pas du tout les renier, au contraire. Mais moi, je dis prudence, parce que c'est très sexy, les produits globaux, mais si on les prend sans avoir qualifié ces produits et qu'on s'en sert directement, ça peut mener à des choses qui sont parfois assez médiocres en termes de qualité, et souvent parce que le produit à la base n'est pas adapté à un besoin. Simplement, on utilise un produit global qui ne correspond pas à ce dont on a besoin au départ. Mais ce n'est pas du tout que le produit est de mauvaise qualité, c'est simplement qu'il est ce qu'il est, il a une utilisation, et qui, en étant global, il n'est pas forcément dédié à toutes les utilisations et à tous les utilisateurs. Donc c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. On en revient toujours et très rapidement finalement à la sensibilisation des utilisateurs comme par rapport aux données, produits et services qu'ils utilisent en fonction de leurs besoins. Donc c'est bien qualifier le besoin et mettre en face effectivement les produits et services disponibles.
Je vais juste donc rebondir. Il y a Flora qui nous fait un commentaire. Effectivement, elle peut aider si besoin sur tout ce qui est Open Data Cube du côté Australie entre CSIRO et même faire les ponts avec Geoscience par exemple. On a eu notamment hier une présentation intéressante de Digital Earth Pacific. Ça fait partie des plateformes aussi sur lesquelles il sera intéressant pour nous de se brancher demain si on a quelque chose qui est validé à une échelle régionale. En tout cas, ça reste l'objectif. Et j'avais une autre remarque, mais que j'ai oubliée, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres. Ah si, pardon, excusez-moi, non, on a eu une intervention aussi sur Dynamis en side event, c'est bien, on recite tous les sujets en un atelier, j'aime bien. Comme quoi les sujets sont quand même d'intérêt. Petite précision, alors Dynamis n'est peut-être pas encore prévu pour. Nous, on a fait remonter l'info, en tout cas, j'ai resensibilisé l'auditoire, dont Jean-François Faure de Dynamis, du bureau exécutif, sur cet aspect. Les institutionnels ont droit à des capacités de revisite de l'ordre de 8 jours sur une zone avec l'application de la licence UIA. Ça veut dire qu'on est largement capable de disposer de séries temporelles THRS tant que Pléiade 1A, 1B est encore en l'air. Donc ça veut dire qu'il nous reste encore peut-être 1 ou 2 ans pour avoir des données, s'il le faut, tous les 10 jours sur toutes les zones qui nous intéressent. C'est faisable et on reste à des tarifs de 1,80 € du kilomètre carré. Je ne parle que de la donnée brute, mais on est quand même dans de la capacité opérationnel qui est finalement très peu connu, que ce soit en Calédonie, mais également en métropole. En tant que reseller officiel Airbus, je peux en parler. On communique pas assez dessus. Ce sont vraiment des choses pertinentes pour lesquelles on peut qualifier des produits et services et on peut avoir accès à des séries temporelles THRS sur un pas de temps donné. Le satellite n'est pas en l'air ad vitam, mais il faut en profiter tant qu'il est encore là. Et on peut aller jusqu'à des images tous les 10 jours avec l'application de ces licences. Donc, c'est important à considérer, notamment dans le cadre de projets, si on veut en mener sur le territoire calédonien. Les ayants droit sont tous les institutionnels français. Voilà, c'était le petit complément sur le sujet. Est-ce qu'il y a peut-être encore des réactions, des questions dans la salle ou dans l'auditoire? Alors, je vois que Flora est en train d'écrire. N'hésite pas à prendre la parole si tu veux. Oui, pardon. Attends. Vas-y, Flora. Non, oui, c'était juste par rapport à rebondir à les produits globaux par rapport et vis-à-vis des données plus précises et de la haute résolution. Évidemment, je pense qu'il y a des usages très différents. Donc, notamment, les produits globaux sont utiles pour, bien sûr, il y a tous les pays et territoires qui n'ont pas accès à des données nationales, et notamment dans le reporting des SDGs, des objectifs développement durable. C'est très utile pour eux d'avoir, pour les agences de l'ONU, de pouvoir comparer des choses, mais tout en gardant, et c'est un point qu'on fait, qu'on a toujours cœur à faire dans CEOS, qui est le Committee on Earth Observation Satellites, c'est de toujours faire en sorte que les utilisateurs puissent valider ces données d'une façon ou d'une autre, soit par d'autres données nationales, soit par des données in situ et d'autres types de données. Mais il y a aussi un autre point important, c'est la continuité, ce que disait Jean jusqu'à maintenant, pour toutes ces données comme ces grands programmes nationaux, Landsat, Sentinel et d'autres, c'est aussi la continuité dans le temps et le fait que ce soit automatique, qu'on ait des données répétées. Ça donne une garantie extrêmement importante pour certains projets qu'on ne peut pas forcément avoir avec des données de très haute résolution, aussi parce que la quantité de données ne devient plus gérable. Donc voilà, c'est pour je parle des besoins différents. Quand on fait quand on a un projet sur une zone en particulier, si on peut tout avoir, c'est génial d'avoir des données de haute résolution plus pour essayer justement de comparer les données. C'est aussi des choses intéressantes et c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec l'Open Data Cube sur certaines plateformes, c'est de pouvoir comparer l'apport des données, quoi. Voilà, c'est tout. Merci. Merci Flora. Cyril, est-ce que tu veux peut-être intervenir sur ces différents sujets ou pas de remarques spécifiques? Pas forcément, non.
On a tout de même eu une petite expérience de l'utilisation de la très haute résolution dans un projet CNRT avec Boucham en 2011-2012. On sait que sur le territoire, ça peut effectivement être un plus de combiner les approches, à la fois de la cartographie globale et puis effectivement de la très haute résolution. Mais travailler en partenariat avec les approches, c'est une bonne chose pour le moment du territoire. Ok. Marc, je ne sais pas si tu veux apporter des compléments, si on peut peut-être, si on respecte un peu le timing, il nous reste 10 minutes, on a commencé très en retard, je vous l'accorde, je vous le concède. S'il n'y a pas de remarques particulières, on peut peut-être arriver tranquillement à la conclusion et à la définition d'actions éventuelles, que ce soit court, moyen, long terme. Je ne sais pas si tu as pris déjà des notes, Marc, sur les sujets. Non, mais déjà, il y avait un besoin, si on revient sur l'intervention de Cyril par rapport aux besoins locaux, il y a un besoin très net, c'est une couche homogène à l'échelle du territorial, si c'est bien la compréhension que j'en ai. Donc la notion d'homogénéité est importante. On dispose en Calédonie d'une couverture, alors c'est assez récent pour ceux qui ne sont pas au courant, d'une couverture Pléiade, donc 50 cm submétrique à l'échelle spatiale sur toute la Calédonie, y compris les lagons, y compris les terres émergées, pour le coup qui a été acquise sur 2020. Donc c'est une couche c'est un set de données qui permettrait de générer une couche homogène sur une thématique comme les mangroves. Ces données ont été acquises sous licence UIA. Pour rappel de cette licence, ça veut dire que quand un utilisateur les finance, n'importe quel autre ayant droit y a accès gratuitement. Donc ça veut dire que la quasi-totalité des gens dans la salle peuvent me contacter, récupérer les données gratuitement avec un disque dur. Elles sont sous une licence de réutilisation, quoi. Donc ça, c'est un point intéressant. Ça pourrait peut-être aider dans la recherche et finalement de financement ou peut-être être inclus dans un projet global. Les données, on en a. Je pense que les données in situ, on commence à en avoir pas mal. Là où le bas blesse très souvent, ce sont les financements finalement. Donc si on tape dans les bons guichets avec les bons projets, on peut intégrer le traitement, je pense, de ce type de données, en tout cas dans un sens thématique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, dans les perspectives de projets potentiels, locaux et régionaux. Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai le plus noté, c'est effectivement les besoins de données, l'acquisition de données, et pas uniquement des données spatiales, mais aussi des données terrestres. On va avoir besoin de tout ça, et il faut capter tout ce qui a été déjà fait, même pas mal de choses. Etc. Je pense qu'il y a une bonne dynamique cette année qui va perdurer, je pense, pour les 2 années à venir. Et il va falloir si on a des liens avec le système et bilan carbone, et ça peut être intéressant. Globalement, les actions en données, c'est capitaliser, acquérir de la donnée, le terrain et faire un 1,80 €, ça peut le faire avec les autres. Je pense que ça peut être un coup, je ne sais pas si en France, mais dans le projet de faire une enveloppe pour l'achat en moins de suivi de sites particuliers à l'année qui arrive. Est-ce que tu aimes bien le faire, peut-être que tu peux le représenter les objectifs du projet. Oui, Marc parle d'un projet PPR qui est actuellement en train de se monter autour des mangroves. Il y aura une réponse commune aux différents établissements de recherche, muséums, IRD, universités, et communes aux Outre-mer. C'est un travail qui est porté actuellement par l'IRD, par Christophe Croisy, avec une cellule en Nouvelle-Calédonie. L'enveloppe peut effectivement être importante, la compétition est forte. L'avantage que nous avons sur la mangrove, c'est que pour tous les Outre-mer et pour tous les instituts de recherche, nous faisons une réponse commune. Donc ça peut effectivement nous aider à obtenir ce financement. L'idée, c'est de co-construire, le mot on l'entend souvent, mais co-construire entre les Outre-mer, comparer nos besoins et mettre en relation nos différents moyens
On a des spécialistes ici qui n'y a pas forcément en Martinique et inversement. Donc, c'est faire de l'échange de données, ça peut être faire de l'échange d'échantillons, pour que le savoir qui est en Martinique puisse être utile à la Nouvelle-Calédonie, le savoir qui est en Nouvelle-Calédonie puisse être utile à Mayotte, par exemple, voilà, sans forcément faire des échanges de scientifiques, tant que les gens aient à bouger, mais partager la donnée, partager les échantillons et partager les connaissances, et faire de l'acquisition de données pour avoir des cartographies dynamiques précises. Ça peut effectivement être un axe important que Marc pourrait pousser. Plus spécifiquement, pour ce qui est de la Calédonie, une des conclusions était de dire d'avoir une cartographie globale à l'échelle du pays. Compte tenu de la difficulté d'avoir des budgets pour faire de la très haute résolution, on peut imaginer sélectionner certains sites d'intérêt par rapport aux pressions identifiées ou par rapport à des volontés politiques ou des volontés spécifiques. On a identifié 4 menaces principales, l'urbanisation, mine, aquaculture et puis changement climatique. On n'est pas obligé de suivre les impacts des mines sur tous les mangroves en aval de sites miniers, sur toutes les mangroves en aval de sites agricoles, et suivre l'impact des changements climatiques sur toutes les mangroves. Voilà. Compte tenu du fait qu'on a besoin d'avoir de la très haute résolution et des choses précises, qui demandent du temps, de l'argent, un investissement terrain également, pas uniquement de l'acquisition de données satellitaires, on peut sélectionner en partenariat entre les thématiciens, les spécialistes, les collectivités et les utilisateurs, des sites qui répondraient aux problématiques et aux besoins de tous. Merci. Je pense effectivement que c'est un vrai enjeu. Je pense notamment effectivement au gouvernement, à la DIMAN qui doit avoir des zones d'intérêt prioritaire, à la CECAL qui a ses propres zones d'intérêt prioritaire, aux différentes provinces, aux communes, la ville de Nouméa qui a aussi ses zones. Tu veux prendre la parole, Pierre? Ouais, enfin, on a récupéré plusieurs financements, notamment de la classe de la biodiversité et la passerelle qui passe dans la mangrove a fait l'objet d'un financement qui promeut la promotion de la préservation de la mangrove. Okay. Il y avait aussi une obligation et c'est quand même une volonté politique de travailler sur ces sujets. Je sais aussi, tout à l'heure on en parlait, mais les terrains, nous on a travaillé pour le plan d'organisme directeur pour identifier les zones de mangrove. La 3D, à l'époque c'était la DAN, mais la 3DT va directement sur le terrain identifier si c'est bien des poches de mangrove ou pas. Valider une zone ainsi de suite. Qui sont plafonnés, terrain ultra local. Alors après, c'est particulier, en zone organisée, ça va être une chemin. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est vrai que la compétence environnementale est une compétence provinciale. Je regrette d'avoir aucune représentation provinciale dans ce type d'atelier, où il y en a peut-être, mais je le vois pas. En l'occurrence, il y a des projets effectivement qui peuvent être menés, des priorités encore une fois qui sont à partager. Et s'il y a des données qui sont disponibles et déjà récupérées par certaines entités de par leur projet interne, effectivement partager tout ça plus globalement. Est-ce que, pareil, qu'est-ce que tu en penses, Marc? On pourrait peut-être mener une initiative au niveau du club de la géomatique pour ça, puisque ça reste une notion d'utilisateur et de besoin. Enfin, en tout cas, tous les gens auxquels je pense et entités auxquelles je pense sont de façon plutôt institutionnelle. Donc ça pourrait être une initiative sympa effectivement de sélectionner des zones. Il y a peut-être des précos aussi à mener. Enfin, de toute façon, je ne sais pas si l'université est présente et représentée dans le club. Je pense que oui. Ouais. Donc du coup, ça pourrait peut-être faire le lien aussi avec Cyril et l'expertise que tu as du sujet sur le territoire par rapport aux zones que toi tu identifierais comme spécifiques. Autre point, on parle souvent aussi donc de données in situ, etc. On l'a pas trop soulevé ici. Est-ce qu'il y a, selon vous, et là je m'adresserai à la fois à Cyril, mais également à des bureaux d'études, je pense à Quaterral, à Pascal ici, est-ce qu'il y a des notions des besoins d'homogénéité des levées terrain? C'est quelque chose qu'on rencontre souvent en télédétection, où on a une telle hétérogénéité que toutes les données in situ ne sont pas forcément utilisables, où on n'est pas capable de savoir si elles sont ou non qualifiées, avec un petit peu des informations dans les données, que ce soit la précision, le type de levée, les photos qui vont bien, voilà, les observations, etc. Est-ce que ça serait un travail intéressant ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire aujourd'hui? Est-ce que l'un ou l'autre veut prendre la parole? Pascal, ouais. Quand on fait des levées terrain pour la mangrove, nous, on a une méthodologie pour ça. Est-ce que c'est une méthodologie standardisée? Ouais. Elle est standard, mais en tout cas, elle est la nôtre. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas standard, quoi. Enfin, pas standardisée, du moins. C'est une méthodologie interne. T'es pas allé. Pardon. On ne va pas que par
par le terrestre, on y va aussi par la mer. Ouais. Pardon. Ok. Oui. Oui, si, pour rebondir sur ce que dit Pascal, la méthodologie, elle est interne avec nos fiches, mais bien sûr, elle est standardisée quand même. C'est-à-dire que les mesures qui sont prises sont les mesures qui sont, par exemple, typiquement prises dans le guide méthodologique de l'IFRECOR, etc. C'est des mesures standards. Donc, après, on peut en avoir plus, parce que c'est adapté souvent au lieu, au site, et puis justement à la précision. On travaille sur des petites échelles quand on est sur le terrain, donc on peut avoir plus de données, mais on a de toute façon toutes les données standards demandées de hauteur, de recouvrement, etc., avec les indices qui sont classiques, utilisés partout, et dont notamment le guide IFRECOR. Donc en fait, nos données après pourraient resservir dans une base plus large en extrayant ces indicateurs spécifiques-là. D'accord, parfait. Merci pour ces précisions qui sont très importantes. Donc, c'est Valérie de Aquaterra, effectivement, collègue de Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Du coup, c'est un point important dans le sens où, effectivement, la standardisation des données in situ permet leur utilisation d'une manière globale. Si on a deux données récoltées différemment et qu'on n'a pas les mêmes métadonnées, donc informations associées, on peut être vite limité. On a peut-être fait à peu près le tour. Valérie, tu as la main levée. Je ne sais pas si c'était pour l'intervention juste avant ou… Oui, pardon, c'était juste pour l'intervention. Okay. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On peut peut-être du coup conclure là-dessus. Donc, quelques petites actions. On va essayer de contacter nous, le Club de la Géomatique, pour effectivement essayer d'identifier ou de voir à faire identifier des sites prioritaires en fonction des besoins des différentes institutions. C'est aussi le premier pas toujours d'une mutualisation. C'est la velléité en tout cas de l'ART, la capacité à être un petit peu proactif dans les prises d'informations. Et c'est souvent quand les gens commencent à traiter du domaine ensemble qui voient les opportunités de mutualisation. Donc, quand on parlait de financement, déjà au niveau des guichets locaux, s'il y a déjà des projets d'une part et d'autre et qu'il n'y avait pas forcément de lien entre les différents acteurs, il y a peut-être déjà une première étape de mutualisation possible localement. En tout cas, si on peut agir en ce sens, on le fera. Et puis derrière, essayer de trouver des guichets complémentaires pour compléter toutes ces données. Donc, l'imagerie spatiale, ce n'est pas forcément un frein vu les licences. La notion des différents outils est intéressante, que ce soit avec le Global Forest Watch pour identifier des gros patchs et derrière avec des outils beaucoup plus précis localement qui restent à affiner, mais où on peut notamment cibler les types d'acquisitions avec des licences spécifiques. Par contre, les données terrain, ce n'est pas forcément la même chose, mais là, on a quand même une communauté qui est assez présente là-dessus entre la recherche, entre les bureaux d'études spécialisés dans le domaine, etc., et les institutions qui font aussi des levées en eux-mêmes. On a quand même une armée de compétences locales qui, pour le coup, est une force. Pierre, tu voulais dire un mot? Non, c'est quand tu parlais de faire remonter cette vie sur les projets locaux, mais à l'inverse, c'est-à-dire que des fois, les projets locaux, on les a parce que ça s'inscrit dans une démarche qui est… Tout à fait. Si c'est déjà le cas, c'est parfait. Même juste être ça, permettre de lever des fonds. Tout à fait. En gros, s'il avait une vie croisée, une question à financer dans quel terrain, et après, il y a résultat. Exactement. Alors, la notion aussi, du coup, de disponibilité des données, comme je pense qu'on pourra l'aborder à chaque atelier dans les 10 prochaines années, disponibilité de données est importante. Donc, la notion de généricité, ou en tout cas de pseudo-homogénéité, puisque c'est standardisé, est importante et a été validée. La disponibilité le sera tout autant. Donc, si effectivement, peut-être lever le sujet au niveau du club, quels sont les types de levées qui sont faits par les institutions ou pour le compte des institutions et quelle est la disponibilité de ces données en suivant? C'est quelque chose d'important. C'est une sensibilisation qu'il faut mener aussi, la capacité de garantir à chaque fois qu'il y a une prestation la livraison des données et non pas uniquement du rapport final. On en parlait hier, je crois, et c'était d'ailleurs Valérie là, qui soulevait ce point-là, il me semble. Voilà, Thibaut, tu veux faire un petit mot de ouais, ça? Juste un tout petit mot par rapport aux données in situ. Je sais que dans TIA, il y avait des discussions qui étaient menées pour réfléchir à la mise à disposition de données in situ. Pas seulement mettre à disposition des données ou des produits de télédétection, mais mettre à disposition des données in situ qui seraient récoltées en lien avec des approches basées sur de l'image dans le cadre de TIA. Alors, je ne sais pas du tout si c'est encore en cours, si c'est des choses qui ont été laissées un peu de côté, mais en tout cas, il y avait cette volonté de favoriser la disponibilité des données in situ
Donc, si jamais c'est des choses que vous pouvez faire remonter au niveau de TEIA via les ART Géodev en disant que c'est un peu le cas de tout le monde, hein, mais s'il y a des gens qui font remonter régulièrement ces besoins, peut-être qu'au niveau de TEIA, il y a des actions qui peuvent être menées pour essayer de standardiser ces données et de les mettre à disposition de la communauté, ce serait bien. Ok, alors on va regarder. Est-ce que tu sais, on n'a pas forcément posé, il n'y a pas de CES spécifique dédié au sujet mangrove? On ne l'a pas identifié. Alors justement, il n'y en a pas, mais le TOSCA que je porte 2020-2023, un des objectifs, c'est de mettre en place un CES mangrove. Ok. Donc, voilà, c'est très intéressant. Et au même titre qu'on l'a fait pour la sécheresse l'année dernière, ce serait une nouvelle opportunité pour la Nouvelle-Calédonie de s'insérer dans ces initiatives nationales. Alors CES, pour rappel, ce sont des centres d'expertise scientifique. Donc ce sont des centres qui, autour d'une seule thématique, rassemblent tous les experts et connaisseurs qui souhaitent et peuvent contribuer à un projet commun. Donc, on a notamment un centre d'expertise scientifique dédié à l'occupation des sols. On en a un sur l'humidité des sols, sur la végétation. Il y a différents sujets qui sont abordés. Il y a un CES, donc il y avait un CES sur l'humidité des sols l'année dernière. On a fait un atelier thématique sur la sécheresse. Et le dernier né, c'est un CES sécheresse auquel du coup la Calédonie est quasi affiliée, ou en tout cas en lien direct de par des projets qu'on mène en collaboration. Et si on peut le faire au niveau de la Nouvelle-Calédonie pour les mangroves, ce serait un réel intérêt. Et je pense que les chercheurs locaux seraient ravis aussi de pouvoir disposer de compétences complémentaires et contribuer activement à ces initiatives nationales. C'est ça. Et pour qu'il y ait un CES qui se lance, il faudra identifier des produits qu'on pourra mettre à disposition. Ça, c'est un peu la condition, c'est qu'on ait des produits identifiés et que rapidement, on puisse commencer à mettre à disposition des produits. Du coup, tu y travailles et on n'aura plus qu'à se brancher dessus, c'est ça? Si vous voulez, on peut faire ça. Non, pas de souci, on saura co-construire pour reprendre les termes que j'aime bien aussi. Parfait, il est 10h08. Merci à tous. Merci encore très sincèrement à nos deux présentateurs et Cyril en tant que co-animateur également de cet atelier. Merci Thibaut de ta disponibilité un petit peu tard chez toi. Merci à chacun des participants, en présentiel comme en virtuel. Les présentations seront mises à disposition dans un second temps. Il est vraiment grand temps de refondre notre site web pour les mettre en accès libre. Mais n'hésitez pas si vous avez des besoins. On a pris un peu de retard sur les différentes années pour ces mises à disposition, mais bien entendu, tout ce qu'on fait est voué à être partagé. Et vous recevrez en tant que participant actif à cet atelier une conclusion, enfin une pseudo-restitution avec un bilan de ce qui a été dit et des actions qu'on propose et qui ont été proposées pour une validation collégiale, puisqu'on reste vraiment dans une notion, toujours pareil, de co-construction. Merci à tous, excellente fin de journée pour ceux qui nous quittent et à tout de suite, enfin à tout à l'heure, là d'ici 20 minutes pour le nouvel atelier pour l'érosion continentale.